peux vous raconter un peu ce qui s'est passé. Et je l'ai jamais dit, et pourtant j'aurais pu faire vraiment un buzz de fou sur les réseaux. Et donc quand un directeur de centrale avait un problème sur le combustible nucléaire de son réacteur, et ben du coup c'est moi qui l'appelais. Et c'est cette sensation-là de me sentir comme un explorateur qui me plaît. Donc le vélo, c'est une contrainte que je me rajoute artificiellement pour retrouver cette sensation. Le vrai problème, c'est pas que l'homme soit mortel, le vrai problème c'est qu'il soit mortel à l'improviste. Et pour la petite histoire d'ailleurs, j'ai perdu une copine à cause de ça, parce que j'étais trop passionné de ski. Mais comment vous êtes passé de physicien nucléaire à directeur de station de ski? J'étais pas physicien, hein, j'étais juste ingénieur. Et pour l'intelligence artificielle, à partir du moment où elle va dépasser cette singularité, on n'aura plus aucun contrôle sur rien, parce qu'on sera même plus capable de comprendre les concepts sur lesquels elle travaille. Les réseaux sociaux, c'est un révélateur de quelque chose qui est assez flippant quand même, c'est qu'il y a une partie non négligeable des gens qui ont quand même un fond mauvais. C'est une réponse qui est parfaitement logique et cartésienne à une question qui est totalement vertigineuse. La question du sens de la vie, ou pas du sens, du pourquoi de la vie. Pourquoi il y a ça plutôt que rien? Ça, c'est une sacrée question, ça. Alexis Righetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes connu comme youtubeur VTDiste, mais quand je me suis penchée sur vous, j'ai découvert que vous êtes bien plus que ça. Euh, Ingénieur, directeur de station de ski, créateur d'entreprise, réalisateur de films, dessinateur, créateur de jeux de société, écrivain. Vous avez notamment écrit des essais sociétaux. On vous identifie comme un sportif, mais vous avez tout sauf le profil d'un sportif. Pour commencer cette interview, j'aimerais qu'on définisse ce que vous êtes professionnellement. Quand on vous pose la question, vous dites que vous faites quel métier? Bah, vous commencez par la question la plus compliquée, en fait, hein. J'ai vraiment toujours du mal à me définir. Déjà, je fais toujours la différence entre le parcours pro et le parcours perso. Tout ce que je fais pour le bénéfice d'un employeur, en fait, c'est du pro. Et tout ce que je fais par ailleurs, par passion, c'est du perso. Du coup, j'ai jamais considéré que mes activités sportives étaient un métier. En fait, c'est vraiment une passion. Et c'est marrant parce que la plupart des gens pensent l'inverse. Ils pensent que mon métier principal, ou mon métier tout court, en fait, c'est mon activité de sportif ou de créateur de films. Mais pas du tout. Et ils ignorent la plupart du temps que j'ai un vrai métier à côté. Et tout ça, en fait, la montagne, le vélo, les livres, les films, je m'amuse, quoi, tout simplement. Mais quand vous risquez votre vie avec vos exploits, c'est pas de l'amusement quand même? Déjà, je valide pas du tout le terme d'exploit. C'est vrai qu'on me le dit souvent quand je rencontre mon public, par exemple, à des projections de films ou tout ça, mais pour moi, c'est pas du tout un exploit. La plupart des gens seraient parfaitement capables de monter 1000 mètres de dénivelé en portant un vélo. C'est juste une question de motivation. La vérité, c'est que la plupart des gens sont pas du tout motivés pour faire ça. Par contre, vous voyez, un skieur qui envoie un backflip dans une paroi de pentraide, ça, je considère vraiment que c'est un exploit. Et ce que je fais à côté, c'est totalement de la balade, hein. Avec de sacrés risques parfois, non? Il y a forcément des risques à un certain moment, je vais pas le nier non plus. Mais le vrai sujet, c'est que la plupart des gens considèrent que vivre, c'est ne pas chercher à mourir. Ce qui n'est pas la même chose. Au sens biologique, ils ont raison, forcément. Mais tout dépend de ce qu'on met derrière le mot vivre. Comme toujours avec les grandes questions, c'est la question de la définition. Si on prend vivre dans son essence vraiment complète, c'est-à-dire c'est expérimenter, ressentir, explorer, vibrer, dans ce cas-là, moi je le fais pour vivre, vraiment. Il y a vraiment une différence entre vivre et ne pas chercher à mourir. Mais quand je me suis posé pour la première fois cette question dans le bon sens, vers, je sais pas, je dirais 35 ans, ça m'a un peu perturbé parce que ça m'a fait remettre plein de choses en question dans ma vie. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que le vrai sport extrême, c'est pas celui auquel on pense, enfin je parle pour moi, hein. À mon sens, c'est le cadre parisien qui fait 1h30 de RER pour aller bosser dans une tour de la Défense le matin, et qui fait 1h30 pour revenir. Ça, c'est du sport extrême. J'ai vécu un peu à Paris, pas pendant longtemps, et le RER, c'est mon Everest psychologique. Et vous n'avez pas répondu à la première question. Vous répondez quoi si on vous demande ce que vous faites dans la vie? Pas faux. Du coup, mon métier, dans la vraie vie, entre guillemets, c'est directeur de station de ski. Enfin, actuellement. Pourquoi vous dites actuellement? Ça va changer? Non, je dis actuellement parce que, en fait, j'ai déjà beaucoup changé. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Ou peut-être un peu trop en rupture. D'ailleurs, les DRH m'ont souvent dit qu'ils comprenaient pas la logique de mon parcours professionnel. Mais en fait, il y en a une. Alors, j'ai commencé comme responsable technique dans le secteur du nucléaire, c'est-à-dire que je réparais les réacteurs nucléaires qui avaient des défaillances. Vous êtes sérieux? Alors totalement, là, je suis totalement sérieux. Je vais essayer de vous expliquer vite fait pour que vous voyez de quoi il s'agissait. Dans les réacteurs nucléaires, il y a ce qu'on appelle des assemblages de combustible. C'est des regroupements de crayons de combustible. Dans les dernières générations, il y en a 17 par 17. C'est des très longs crayons très fins, qui font à peu près 1 cm de diamètre et qui 4 mètres de long, et dans lequel il y a l'uranium.
Et il arrive, malheureusement, que ces crayons aient des défauts ou percent, et dans ce cas-là, c'est moi qu'on appelait. Mais c'était de gros accidents nucléaires? Non, pas du tout, parce que c'est des incidents qui sont relativement courants et tout reste confiné dans le circuit primaire, donc c'est le circuit du réacteur nucléaire. Il n'y a pas d'impact ni sur les deux personnels, ni sur l'environnement, enfin, ça reste vraiment à l'intérieur du réacteur. Par contre, c'est gênant parce que ça pollue un peu l'eau du réacteur, et c'est pour ça qu'il faut traiter ces incidents. Mais c'est génial parce que dans ce secteur d'activité qui est ultra régulé, ultra normé, en fait, j'intervenais de façon à chaque fois exceptionnelle. Et souvent, on devait développer des outils particuliers pour résoudre une situation. Donc il y avait un côté un peu recherche et développement qui était passionnant. Et j'ai d'ailleurs plusieurs brevets d'outils de réparation du combustible nucléaire à mon nom. Enfin, à mon nom, c'est complètement usurpé parce que c'est surtout le travail des dessinateurs projeteurs. Donc c'est eux qui faisaient tout le travail, hein. À la base, je suis ingénieur de formation, donc forcément, je ne sais pas faire grand-chose. L'ingénieur, je le vois souvent comme le gars qui sait faire des PowerPoint sur les activités que font vraiment les techniciens, quoi. Et donc, pour les interventions vraiment spéciales, j'allais moi-même m'en occuper sur les centrales nucléaires. Et j'y allais partout dans le monde, en fait. J'avais même une astreinte monde, c'est-à-dire que je me baladais avec une petite valise avec des documents, un ordinateur et tout ça. Et donc, quand un directeur de centrale avait un problème sur le combustible nucléaire de son réacteur, et quelle que soit la localisation de la centrale dans le monde, et bien, du coup, c'est moi qui l'appelais. Alors, c'est un poste qui tournait quand même entre quelques responsables pour pas être comme ça toute l'année. C'est pour ça que j'ai eu la chance aussi de pas mal bosser à l'étranger à cette période. J'ai fait notamment des longues missions en Chine et en Afrique du Sud. Et franchement, j'ai adoré. En fait, vous avez toujours aimé le risque. Euh, alors, la réalité, c'est que c'était probablement mon job le moins risqué. Pourquoi ? Tout simplement parce que à l'époque, mes déplacements, c'était surtout des déplacements en avion. Et que tous mes jobs après, en fait, j'avais beaucoup de déplacements en voiture. Et en fait, la voiture, c'est le risque principal que nous vivons tous dans le monde moderne, sans parler des maladies, bien sûr. Et du coup, faire beaucoup de trajets en voiture sur autoroute ou sur nationale, en vrai, c'est beaucoup plus dangereux que réparer une centrale nucléaire. Ça, je vous le garantis. C'est quoi votre meilleur souvenir de cette expérience? Ah, mon meilleur souvenir. Ah, j'en ai un qui était quand même assez marrant. Je vous ai dit que j'ai fait des longues missions, notamment en Chine. En Chine, j'étais vraiment le représentant d'Areva par rapport à leur équivalent de l'AIEA, de l'autorité de l'énergie atomique, enfin l'équivalent en Chine. Et en plus, quand il y avait du décalage horaire avec la France, en fait, j'étais toujours tout seul à répondre à toutes les questions et à leur dire quoi faire. Et notamment, une intervention qui était assez délicate, où on ne savait pas s'il y avait des problèmes de sécurité pour extraire le crayon qui était endommagé. Et je me suis retrouvé dans une sorte de réunion de dingue, un peu comme à l'ONU, vous voyez, avec des grandes tables circulaires concentriques. Et du coup, plus vous étiez près du centre, plus c'était les décideurs importants. Moi, j'étais très loin. Et il faut savoir aussi qu'en Chine, plus les personnes ont un niveau de responsabilité important, moins ils parlent anglais. Donc là, il y avait des décideurs vraiment de haut niveau, et ils parlaient tous chinois. Moi, j'avais une oreillette, et il y avait un traducteur qui me traduisait du chinois à l'anglais en direct les débats. Et c'était des réunions interminables qui duraient plusieurs heures. Sauf que je devais être ultra vigilant, parce qu'à certains moments, en fait, il s'arrêtait et il me demandait mon avis sur des sujets en plus qui étaient vraiment des sujets de sécurité pour la centrale en elle-même. Et c'était un exercice qui était vraiment compliqué, mais qui m'a marqué, vous voyez, je m'en souviens, parce que ce qu'on dit, en fait, ils le font derrière. C'est-à-dire, si je disais oui, on va faire comme ça, ou non, surtout pas, ensuite, c'est ce qu'ils faisaient concrètement avec leur réacteur. Et avoir cette position-là, d'être le seul décideur dans ce milieu-là, c'est extrêmement rare, hein. Déjà, en France, ça ne pourrait pas exister. Et c'était parce que c'était à l'export. Et quand j'y repense après coup, en fait, à l'époque, j'étais jeune en plus, hein, j'avais, je sais pas, 26, 27 ans. Et en vrai, je sais pas pourquoi on m'avait envoyé là-bas, parce que j'étais pas forcément le plus qualifié pour répondre, mais Enfin si, je sais très bien pourquoi on m'avait envoyé là-bas, c'est parce que j'avais pas peur, justement, de prendre ce genre de décision. Alors que la plupart des ingénieurs dans ce milieu-là, ils sont plutôt très réservés, et s'ils n'ont pas un document avec 4 signatures derrière, surtout on ne fait pas. Donc voilà, un petit souvenir, j'en avais d'autres, notamment en Afrique du Sud, et surtout liés au pays, qui est un pays vraiment incroyable. Mais bon, on n'est peut-être pas là pour parler de mes souvenirs de vacances, hein. Même quand vous travaillez dans le nucléaire, on dirait que vous vous amusez. Forcément, ouais. Je crois que c'est Oscar Wilde, je suis pas sûr, hein. Je suis désolé si je me trompe, mais je crois que c'est Oscar Wilde qui disait cette phrase, que je trouve très juste. La vie est une chose beaucoup trop sérieuse pour qu'on la prenne sérieusement. Enfin, c'est une phrase de cet ordre-là. Et j'aime pas particulièrement Oscar Wilde, en vrai, mais j'adore cette phrase. En fait, il suffit de regarder un ciel étoilé pour relativiser beaucoup de choses. Ce qui m'amuse, c'est que je suis toujours, ou du moins très souvent, considéré comme trop sérieux.
Et c'est vrai que dans mes fils, j'ai une posture assez sérieuse. Au boulot, c'est pareil. Mais d'une certaine façon, c'est un jeu de rôle. On m'a toujours dit que j'étais froid, distant. Parfois, les gens assimilent ça à une forme de mépris, mais pas du tout, en fait. L'humain, c'est quelque chose à laquelle j'ai toujours fait attention. Les gens, j'y fais attention. C'est simplement que c'est une posture professionnelle, tout court. J'ai toujours pris mes activités comme un jeu de rôle, que ce soit le boulot ou quand je suis derrière la caméra. Quand je suis derrière la caméra, c'est une évidence. On joue tout de suite un rôle d'acteur. Et quand je suis au boulot aussi, d'une certaine façon, c'est comme si j'étais sur scène. Donc, vous jouez un rôle en permanence. Oui, bah, on joue tous un rôle dans la vie, hein, voire même plusieurs rôles en simultané, ou du moins en parallèle. Ce qui est le vrai problème, c'est quand on assimile ce rôle à qui on est. En fait, il ne faut jamais perdre de vue qui l'on est. Ah oui, la société nous enferme dans des rôles avant même qu'on le comprenne. Parce qu'il y a tellement de choses qui dépendent de facteurs externes. Notre éducation, notre famille, les personnes qu'on côtoie, notre niveau social, tout ça, ça nous canalise dans des rôles. Et je trouve que c'est ultra dur d'en avoir conscience, et soit d'assumer de jouer ce rôle, soit de s'en extraire, pour peut-être être plus aligné avec qui on est vraiment. En fait, savoir qui on est vraiment, c'est une question qui nécessite une vie entière pour avoir une réponse. Et d'ailleurs, moi, je cherche toujours. Mais comment vous êtes passé de physicien nucléaire à directeur de station de ski? On abordera la montagne et le vélo un peu plus tard. J'étais pas physicien, hein, j'étais juste ingénieur. Et pour vous dire la vérité, j'ai fait ce métier totalement par hasard, hein. Quand j'étais au lycée, je savais pas du tout quelle carrière professionnelle je voulais faire. Et du coup, j'ai continué là où j'étais bon, ou plutôt pas trop mauvais. C'est-à-dire les maths, la physique, et puis du coup j'ai fait maths sup, maths spé. Je suis simplement allé à la meilleure école que j'ai décrochée au concours, qui était les arts et métiers. Et ensuite, voilà, je suis devenu ingénieur. Mais j'en tire absolument aucune fierté. Pour moi, c'est plutôt un parcours professionnel qui a été complètement du hasard. Et je trouve pas qu'on devrait être fier de sortir d'une grande école, pas plus que n'importe quel autre cursus de formation. D'ailleurs, je fais beaucoup de recrutement depuis ces dernières années. Et je préfère souvent recruter un ingénieur qui a par exemple fait une alternance qu'un ingénieur qui sort d'une grande école. Parce que celui qui a fait une alternance, il a déjà vécu dans un milieu professionnel réel. Il a dû vraiment se démerder aussi dans la vie pour combiner une activité réelle avec des études, avec souvent des contraintes financières et tout ça. Alors que l'ingénieur de grande école, en fait, quand tu sors de grande école, t'as vraiment des théories surtout, voire surtout des théories, quoi. Vous n'arrivez vraiment pas à rester sérieux. Mais là encore, j'étais on ne peut plus sérieux. J'ai l'impression de passer un entretien de recrutement, il va falloir qu'on change de sujet à un moment. Mais pour répondre à votre question, au début, j'étais passionné par la technique, et à un moment, je me suis rendu compte que la technique, on en faisait vite le tour. J'ai toujours encadré des équipes. Alors, au début, c'était des petites équipes, et puis elles ont grossi. Et en fait, je trouve que l'humain est beaucoup plus intéressant. Donc, je me suis peu à peu orienté vers des postes en management. Alors ça, c'est un autre mot que je déteste, hein, le management. Enfin, des postes d'encadrement, on va dire, plutôt. Et à un moment donné, j'ai été chassé, comme on dit. Ça, c'est encore un autre mot que je trouve extrêmement agressif et pas approprié. Mais c'est comme ça qu'on dit. Voilà, on est venu me faire une proposition pour me sortir de ma boîte, pour que je rentre dans une autre boîte, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je suis devenu ensuite directeur d'exploitation chez JC Deco. C'est une entreprise que les gens connaissent pas forcément, mais qui voient tous les jours, puisqu'en fait, c'est le numéro 1 mondial de l'affichage publicitaire extérieur. Et c'est comme ça que je suis passé du nucléaire à la publicité, ce qui peut sembler complètement illogique. Mais pour rien vous cacher, j'avais aucune envie de rentrer dans ce secteur de la publicité. C'était juste par goût du changement. Et avoir des responsabilités, c'est un moteur pour vous? Alors non, j'ai jamais cherché à faire carrière, hein. Le pouvoir m'intéresse vraiment pas. Et d'ailleurs, il y a un adage que je trouve très vrai, qui est pour obtenir le pouvoir, il faut le désirer, et pour être digne du pouvoir, il faut le mépriser. Et ça, mais c'est tellement vrai. En fait, plus j'ai monté en responsabilité au cours de ma carrière, plus j'ai senti une sorte de poids vraiment sur mes épaules. Les gens voient souvent l'aspect brillant des postes, des responsabilités, mais pas du tout. Moi, c'est quelque chose de mat, de lourd, qui n'est pas facile à porter, hein, pas facile tous les jours. Parce qu'en fait, mon action impacte la vie réelle des personnes, et ça, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas déconner, quoi. Donc je ressens vraiment ce poids sur les épaules. On a vraiment cette image d'Épinal du manager, là, comme dans les films, par exemple, comme dans Wolf of Wall Street de Scorsese, là. Ce type de manager à grande gueule, qui écrase les autres, qui jouit de sa posture. Mais en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Un directeur, ça stresse, ça dort mal, c'est toujours en questionnement. C'est pas un job facile, vraiment. Les directeurs qui dorment bien et qui jouissent complètement de leur position, je pense qu'ils sont juste pas à la bonne place.
Et pourquoi avoir fait ce choix de carrière alors? C'est un exercice classique dans l'entretien de recrutement d'essayer de trouver des liens logiques entre ces différentes expériences, mais la vérité, c'est que dans la vie, il n'y a pas de lien logique. Les gens qui ont un plan de carrière et qui se disent: «Je vais faire ça, dans 3 ans, je serai là» et ainsi de suite, enfin, ça n'existe quasiment pas. La vie, elle est faite d'opportunités. Moi, j'en ai saisi certaines qui m'ont amené à faire un parcours, assez, étrange, hein, j'en conviens. En fait, il faut juste savoir détecter ces opportunités et avoir le courage de prendre des décisions, ou pas. C'est un peu comme au casino, on remet tous ses gains en jeu et on part sur une nouvelle partie. En résumé, je me suis jamais dit: «Je veux être directeur». Ça, on comprend après, qu'on a fait une suite de choix qui nous ont amenés à ça. Ça me fait penser à cette scène-là dans le film Matrix où quand il y a le héros là, Neo, qui va voir, l'oracle et l'oracle lui dit, ce qui va suivre, le futur et Neo lui demande s'il peut changer ce futur et l'oracle lui dit: «Bah non, non, vous pouvez pas, c'est déjà comme ça que ça va se passer». Et Neo lui dit: «Mais à quoi bon, quoi? Ça sert à quoi que je sois là?» Et l'oracle lui dit: «Bah non, vous êtes là pour comprendre les choix que vous avez faits». Et je pense que la vraie question, c'est celle-là. C'est être en mesure de comprendre après coup les choix qu'on a fait dans la vie. Et c'est ça qui permet de répondre à cette fameuse question dont je parlais avant, qui est qui on est. Euh, Récemment, vous êtes devenu directeur de station de ski. D'abord, c'est quelle station? Enfin, il s'agit de quelle station? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé là? alors les stations dont j'ai la charge, c'est Portier-Puymorens, le Camp Bradaz et Formiguères, qui sont 3 petites stations des Pyrénées-Orientales regroupées au sein d'une même société, qui s'appelle Trio. Pourquoi j'ai souhaité devenir directeur? Là, effectivement, c'est le seul moment de ma carrière où j'ai vraiment fait un choix conscient, où j'ai décidé de dire, voilà, je veux ce type de poste. Et pourquoi? En fait, j'avais vraiment ma vie professionnelle et personnelle qui était complètement splittée. J'avais toute mon activité pro chez Lycée-Deco d'un côté, toute mon activité de création vidéo, de sport de l'autre, et il n'y avait aucun lien entre les deux. D'une certaine façon, c'est une richesse hein, d'avoir plusieurs vies, mais d'un autre, ça met aussi en décalage. C'est pas forcément très agréable. Et donc je me suis dit à un moment, il faut que je rejoigne mon activité pro et perso. Et en fait, vu mon CV et mon parcours, c'était quasiment le seul poste auquel je pouvais prétendre. J'aurais bien aimé avoir un autre métier en montagne, être comme secouriste en haute montagne, guide ou pilote d'hélico. Et d'ailleurs, à une époque de ma vie, je m'étais renseigné hein, pour rentrer dans l'armée pour devenir pilote d'hélico. Et j'avais passé l'âge. Mais bon, voilà, j'étais manager, donc, donc il fallait que je prenne un poste en management, quoi. Et puis du coup, après quelques mois de recherche, bah, j'ai eu cette chance, on m'a fait confiance, et puis j'ai pris le poste. Et vous validez ce choix? Alors totalement. Bon, après c'est un peu court, hein, ça fait qu'un an et demi que j'occupe ces fonctions, mais franchement j'adore, j'adore. Mais par contre, c'est clairement le métier le plus difficile que j'ai jamais fait. C'est vrai que de loin, on peut se dire, voilà, bosser dans les stations de ski, c'est cool, on skie, on est en vacances tout le temps. La vérité, c'est pas celle-là du tout. Et je dis ça, quel que soit le boulot qu'il y a dans les stations de ski, hein, que ce soit les boulots complètement terrain ou les boulots sur les postes à responsabilité, c'est vraiment des jobs de dingue. Je me sens pas du tout en vacances. Alors au début, ça me faisait bizarre de prendre mes skis pour aller bosser, je vous cache pas. Je me sentais quasiment coupable de prendre ces équipements que j'assimilais effectivement à du loisir. Mais très vite, j'ai compris que en fait, le ski, c'était juste un moyen de se déplacer dans les stations et que je pouvais pas partir au boulot sans avoir les skis dans la voiture. Ensuite, je suis tout le temps en montagne, là maintenant, et je trouve ça ultra satisfaisant. Mais par contre, je pratique moins la montagne qu'avant, paradoxalement, parce que c'est un boulot qui est tellement prenant et qui est tellement fatigant aussi, que j'ai beaucoup moins l'opportunité de faire des vraies courses à titre personnel en montagne, tout simplement. Par contre, mon boulot, il a vraiment rapport maintenant avec la montagne. On bosse tout le temps avec des cartes, on suit les prévisions météo, on parle de sport, on parle de risque d'avalanche, on parle d'explosifs. Je suis vraiment dans ce milieu-là qui m'a toujours passionné. Mais par contre, en termes de complexité, c'est un boulot, comment dire, enfin, c'est pas la sérénité totale. Hein. Parce que déjà, c'est un boulot qui est ultra solitaire, puisque les seules personnes que j'ai au-dessus de moi, c'est des actionnaires, hein, qui sont des élus. Donc c'est beaucoup moins confortable que les postes que j'avais avant, dans des grosses entreprises où on peut toujours se tourner vers un responsable plus haut. Quand on a un problème, là, si j'ai un problème, c'est mon problème. et je dois trouver une solution. Et après, j'ai pour mission de rendre l'entreprise rentable financièrement, ce qui est compliqué avec les stations de ski, parce qu'il y a un aléa énorme lié à la neige et à la météo. Après, j'ai la responsabilité d'à peu près 200 personnes en saison, donc il y a beaucoup de sujets RH, et ça c'est pas rien.
Et puis aussi, une station de ski, c'est une énorme structure industrielle. On voit l'aspect vacances et tout, mais un télécabine, du point de vue technique, c'est quelque chose d'assez dingue, hein. On fait pas n'importe quoi avec, hein. D'ailleurs, ça m'a ramené à mes cours d'école d'ingénieur, de résistance, de force, de matériaux. C'est vraiment des objets qui sont passionnants, mais sur lesquels on n'a pas le droit à la moindre erreur, ça c'est clair. Il y a aussi toute la gestion de la sécurité dans les stations de ski, et c'est un milieu dans lequel il y a tous les risques imaginables en fait. Parce que déjà, tu accueilles du public, beaucoup de public, les gens ont des accidents, les gens se blessent. On doit sécuriser un milieu qui est un milieu de montagne, qui est par nature un milieu hostile. Et puis après, il y a mon personnel qui bosse dans toutes les conditions les plus extrêmes qu'on trouve dans le monde du travail, avec l'isolement, le froid, le milieu de haute montagne, les aléas météo, avec par exemple les orages en été, les tempêtes de neige en hiver, le travail de nuit, les mecs qui sont en hauteur, dans des machines complexes. Il y a aussi la gestion des explosifs par les pisteurs pour déclencher les avalanches. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de risques, et chaque décision doit vraiment être pesée, quoi. Il faut aussi rajouter le fait que je dois m'occuper de 4 restaurants d'altitude. C'est un secteur d'activité que je connaissais pas du tout, que je découvre. Et enfin, il y a tout l'aspect environnemental, parce que forcément, une station de ski, sa fonction, c'est d'amener des gens en montagne, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et puis, il y a tout l'aspect politique, puisqu'en fait, une station de ski, c'est une structure qui fait vivre le territoire. Une station de ski, c'est le territoire. Donc, et puis, en plus, vous pouvez multiplier tout ça par 3, puisque je vais m'occuper de 3 stations séparées. Donc, c'est pour ça que c'est pas un boulot serein, et je fais du mieux que je peux. Et au fond, mon boulot, c'est de faire en sorte que les gens passent une bonne journée en haute montagne, et que mes équipes rentrent chez elles en sécurité le soir, quoi. On sent votre passion pour ce métier, hein. Là, je vous avoue, des fois, je rentre du boulot, je suis complètement mort, j'ai même pas le temps de me faire une petite séance de sport. Et par contre, je me dis, j'ai passé une journée de dingue. Cette sensation-là, je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir l'expérimenter dans sa vie professionnelle. Votre travail, c'est votre plus grande fierté? Ah, mais pas du tout. Alors là, mon boulot, j'en retire aucune fierté personnelle, parce que je considère que c'est quelque chose que d'autres personnes peuvent faire. Si j'étais pas là, il y aurait un autre directeur à ma place, et il ferait aussi bien, peut-être mieux. Pour moi, on peut être fier que de choses qui nous sont complètement propres. Donc quand on est fier de son boulot ou de son compte en banque, pour moi, c'est hors sujet, d'une certaine façon. Souvent, les gens pensent aussi que je suis fier de mes réalisations sportives ou de mes films. Ça pourrait déjà être plus logique. Bien sûr, je retiens une certaine fierté, mais c'est pas du tout ce dont je suis le plus fier. La chose dont je suis vraiment fier, c'est assez compliqué à expliquer, c'est parce que c'est plus théorique, c'est de ne pas avoir cédé au modèle de vie que nous vend la société actuelle. C'est d'avoir réussi à trouver ma propre façon de vivre, et enfin d'avoir réussi. Et c'est pas fini, c'est un travail constant en fait. Et en fait, c'est le principal, parce que c'est la façon dont on vit qui nous rend heureux ou pas. Et je trouve que le schéma de vie occidental qu'on nous vend, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans lequel on est englué jusqu'au cou, ce schéma de vie occidental, je parle de vivre en couple, se marier, acheter une maison, faire des enfants, avoir un boulot salarié, tout ce schéma-là, qui nous semble évident, mais qui ne l'est pas tant que ça, hein. Il y a plein de sociétés qui vivaient sur des schémas différents, et des grandes civilisations d'ailleurs, hein, si on regarde l'histoire. Mais ce schéma-là, moi, je pense qu'il rend beaucoup de gens malheureux, sans qu'ils le sachent ou sans qu'ils en soient forcément conscients. Alors bien sûr, ce schéma, il peut convenir à certaines personnes, et tant mieux pour eux, mais il y a plein de gens pour qui ça va pas forcément, hein. Et quand je parle de ça, je pense particulièrement au schéma amoureux, puisqu'en fait l'amour, c'est la plus grande source de bonheur, hein, clairement, hein. Et le modèle du couple qui existe à l'heure actuelle, dans nos sociétés, il existe depuis plus de 2000 ans, et il s'est développé dans des civilisations qui n'avaient rien à voir avec notre civilisation actuelle. Je trouve, à titre personnel, que c'est un modèle qui est ultra rigide, et qui souvent détruit insidieusement les relations plutôt que d'aider à les construire. Après, il faut comprendre d'où ça vient, et pourquoi le modèle du couple a été construit comme ça. C'est qu'à la base, tout simplement, les tests ADN n'existaient pas. Donc en fait, on a créé cette structure très rigide pour être sûr de la lignée, pour être sûr que l'enfant était bien issu de tel père. Et c'était pour des questions de descendance, en fait, à l'époque, hein. Maintenant, ces questions-là ne se posent plus. Enfin, si, elles se posent, mais elles se posent avec plus de facilité. Et à l'époque, la seule façon d'être sûr, ou d'être quasiment sûr, c'était de créer une sorte de prison, duquel, notamment la femme, ne pouvait pas sortir, parce que c'était plus la femme qui en faisait les frais que l'homme. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément heureux dans cette structure-là, mais elle est tellement mise en avant comme une évidence que c'est compliqué de la remettre en question. Et du coup, j'ai testé beaucoup de choses, hein. J'ai testé ce fameux schéma très rigide, hein. J'ai été marié, maison, chien même, hein. Et après, j'ai testé d'autres choses aussi, hein, le polyamour, ou le fait de ne pas vivre ensemble au même endroit. Il y a plein de façons de construire un couple.
Après, entendons-nous bien, je respecte parfaitement les gens pour qui le schéma classique convient. Et j'ai envie de dire tant mieux pour eux, parce que du coup, pour eux, c'est quand même plus simple. Mais voilà, ce dont je suis fier, pour revenir à la question initiale, c'est d'avoir été capable de me poser cette question. Quel est le schéma de vie qui me convient le mieux? Et plutôt même d'avoir eu le courage de me la poser, cette question. Parce que c'est une question qui nécessite du courage, hein, parce que ça impacte vraiment tout ce qu'on construit. Et du coup, au fil des années, je suis arrivé à un schéma d'équilibre qui me convient bien, qui est le fait d'être en couple avec quelqu'un, mais sans vivre sous le même toit, sans avoir d'enfants, sans se voir souvent, en fait, aussi, et en acceptant aussi que la solitude, enfin la solitude c'est un terme péjoratif, mais le fait d'être seul, c'est pas forcément négatif. D'avoir ses moments à soi, d'avoir ses moments de pensée, d'avoir son espace, tout simplement aussi. Tout ça, je trouve que c'est important. Enfin, ça c'est pareil, ça dépend de chacun de nous. Alexis, j'aimerais qu'on parle maintenant de la montagne. Ça vous a toujours passionné? Alors à la base, je suis originaire du Mercantour, ma famille vient de là-bas, et ma famille est très sportive. Mes grands-parents, mes parents, ils pratiquent tous des sports de montagne. Et du coup, j'ai été initié, dès que j'ai été gamin, à toute la pratique classique de la montagne. Bien sûr, la randonnée, l'alpinisme, l'escalade, le ski. J'ai beaucoup fait de ski dès que j'ai été jeune. Le vélo, en fait, c'est arrivé paradoxalement assez tard. Mais du coup, cette passion de la montagne, elle m'a pris alors que j'étais vraiment tout jeune. Et je me souviens très bien que quand j'avais 7 ans, je voulais absolument faire mon premier 3000. Et mon père m'avait proposé d'aller faire un sommet du Mercantour qui a 2999. Et on était arrivé en haut de ce sommet, enfin il m'avait pas dit, hein, j'avais pas regardé sur les cartes à l'époque. Et là on était sur le sommet et mon père m'a dit mais non, mais c'est pareil, ta tête elle est à 3000 mètres. Et non, je voulais absolument faire un sommet à 3000 mètres du coup. On en a refait un peu plus tard dans les Hautes-Alpes. Donc voilà, ça c'était quand j'avais 7 ans. J'ai toujours été passionné par une approche sportive de la montagne, mais pas que, pas du tout que ça. Quand j'étais gamin, à peu près au même âge aussi, hein, souvent, je partais du chalet le matin avec un bouquin. Je pouvais faire 1200 mètres de dénivelé, j'arrivais à un sommet, je m'installais pour lire et je redescendais à la tombée de la nuit, quoi. En fait, je me suis toujours senti à la montagne vraiment chez moi. J'ai vraiment toujours dit que je me sentais aussi bien sur un rocher à 3000 mètres par mauvais temps que là, assis là, dans ce canapé. Et pourquoi cette passion? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ah, c'est une question complexe, hein. Je pense que tous ceux qui pratiquent la montagne ressentent la même chose. C'est pas juste un sport, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est un sentiment très ambivalent. Parce que d'un côté, on se sent minuscule. Ces grands espaces naturels, là, ça nous replace complètement à notre échelle et qui devrait être notre vraie échelle. Un être humain qui vit en ville, en fait, il est plus à sa vraie échelle. Le milieu urbain et technologique rend auto-centré. Ça nous place quasiment dans une position démiurgique, avec la voiture, le téléphone, tout accessible à portée en quelques clics, livraison de nourriture à la porte en quelques minutes, enfin, tout est facilité, tout est technologisé, on n'est plus du tout en interaction avec notre environnement, on est juste en interaction avec nous-mêmes. Et aller en montagne, ça vous remet à votre place, croyez-moi. Peu importe comment on y va, avec quels équipements et tout, la technologie, ça joue quasiment aucun rôle en vrai. Ok, il y a le GPS, 3 choses comme ça qui nous facilitent la vie. Mais non, quand tu es sur une crête à haute altitude et que tu as le mauvais temps qui arrive, tu peux avoir toute la technologie du monde avec toi. Ça te fait ressentir à quel point tu es fragile et insignifiant. Quelle expérience! Quelle expérience! Il y avait quelques parties de l'ascension où je ne pouvais pas. Prépare-toi. Oh putain! Bah il me faut juste une carte SD. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais. Merci. Oh putain! Allez, monte-toi le cul. Ça. L'orage arrive, l'orage arrive. Attention, on est stressé, donc fais gaffe, parce qu'on se concentre. On se concentre. À droite, la chute, elle est mortelle. Donc tu vas pas à droite. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien quand il y a des complications en montagne, parce que ça fait encore grimper ces sensations d'un cran. Ça peut sembler paradoxal, mais ouais, j'aime bien quand il y a des problèmes en montagne. Tant que ça se finit bien sûr. Et là, pour faire passer le stress, tu vois. Toi que la montagne vraiment est tournée, tu vois, tu l'as dit 2 ce week-end. En fait, c'est vrai. Je veux dire, Et je disais que c'était un sentiment ambivalent parce qu'il n'y a pas non plus que cette sensation de rapport d'échelle. Il y a autre chose. D'une certaine façon, vous arrivez quand même à dominer les éléments. La montagne sur laquelle vous êtes, elle existe depuis 50 millions d'années, et elle existera 50 millions d'années plus tard.
Même le rocher à côté duquel vous êtes assis, bah, vos petits arrière-petits-enfants, ils pourront s'asseoir exactement au même endroit, ça n'aura pas bougé. Mais pendant un moment, pendant un petit court laps de temps, d'une certaine façon, c'est vous qui dominez la montagne. C'est comme si on était ramené à son niveau d'insignifiance, mais tout en étant plus grand que l'ensemble. Je crois que les philosophes appellent ça le sublime. Je crois que c'est le bon terme, enfin, au sens philosophique. Le sublime. Et le VTT, vous y êtes venu comment? D'ailleurs, ça s'appelle comment, votre discipline? Alors, techniquement, ça s'appelle du vélo de montagne. Mais en fait, le problème, c'est que ça porte à confusion avec le terme anglais mountain bike, qui est le terme pour VTT. En espagnol, c'est plus clair, puisqu'on parle de cyclo-alpinismo. Il faut savoir qu'à la base, c'était pas du tout mon sport de prédilection. Le VTT, c'est venu plutôt sur le tard, vers 16-17 ans, quelque chose comme ça. À la base, je pratiquais vraiment les sports de montagne qu'on dit classiques. Et mon père, par exemple, c'est pas du tout une personne qui fait du VTT. Mon père, lui, c'est un grimpeur. Il aime bien faire des grandes voies en montagne. Et il a essayé de m'initier à l'escalade pendant toute mon enfance et mon adolescence, et sans succès. Alors j'ai fait beaucoup de voies avec lui, mais l'escalade, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment plu. C'est surtout la corde, les manœuvres de corde que j'aime pas. Une corde, ça fait des nœuds, ça se coince, je sais pas, c'est stressant. Et puis l'escalade, à titre personnel, alors c'est vraiment mon ressenti, hein, bien sûr, je suis complètement complice d'adorer ce sport. Je trouve que c'est trop statique pour moi, c'est-à-dire qu'on reste quasiment toute la journée dans une même face, dans une même voie. Et j'aime bien les sports de montagne plus dynamiques. C'est pour ça que mon sport de prédilection là-bas, c'était plutôt le ski. Enfin, c'était même le ski. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, j'ai perdu une copine à cause de ça, parce que j'étais trop passionné de ski. Je me souviens, enfin, c'était quand j'étais vraiment très jeune. Hein. Elle m'avait posé une question qui tue, et j'étais beaucoup trop honnête à l'époque, où je savais pas trop non plus comment ça fonctionnait aussi. Elle m'avait dit, question piège, hein, elle m'avait dit si tu as à choisir entre un week-end avec moi ou un week-end au ski, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je lui avais répondu ça dépend. Pour le week-end au ski, c'est quoi les conditions de neige? Et je me souviens très bien, je m'étais enfoncé après en essayant de justifier le truc, en disant bah oui, que s'il y avait de la grosse poudreuse, c'était quand même très rare, c'était que quelques fois dans la saison, il fallait profiter, alors que elle, on pouvait se voir quand on voulait. C'était pas la bonne réponse. Pour revenir au VTT, je me suis mis peu à peu à le pratiquer, en fait, comme on pratique du ski de rando ou du ski de montagne, en montant cet équipement au sommet, puis en le redescendant avec une logique de trouver une ligne de descente intéressante. Et je sais pas, ça s'est fait progressivement. Et pourquoi le vélo? Pourquoi a-t-il pris de plus en plus de place? C'est comme ce que je vous disais au début de l'interview par rapport à Matrix et à l'oracle qui disait que le but c'était pas de faire ses choix mais de comprendre pourquoi on les avait faits. Pour le vélo c'est pareil, on me pose toujours cette question donc j'ai vraiment eu le temps d'y réfléchir. Bien sûr à l'époque c'était pas du tout un choix conscient, je me suis jamais fait un plan de carrière sportive entre guillemets en me disant je vais faire du vélo comme ça, je vais essayer d'avoir une notoriété médiatique ou tout ça, mais jamais, pas du tout. Par contre, je comprends a posteriori pourquoi c'est une activité qui m'a plu, pourquoi c'est devenu du coup mon activité principale. En fait, c'est que ce que je trouve ultra triste dans le monde actuel, c'est que tout a été déjà découvert. Si tu veux aller dans un endroit à l'autre bout du monde, en 3 clics, tu trouves toutes les infos de cet endroit, tu trouves la carte, tu trouves des photos, tu sais où te loger, où te garer, qu'est-ce qu'il y a à voir et comment y aller. Et en fait, ça détruit un peu tout l'imaginaire qu'on a du monde, d'une certaine façon. Le fait que tout soit accessible aussi facilement, je trouve ça vraiment triste. J'aurais vraiment en fait adoré vivre à l'époque où le monde n'avait pas été encore entièrement découvert, où il y avait toute une part de mystère. À cette époque-là où il y avait des cartes qui étaient incomplètes, des cartes où il y avait des blancs, ou alors des océans dans lesquels on dessinait des monstres marins pour montrer qu'on ne savait pas ce qu'il y avait au-delà des océans. Et en fait, faire du vélo, c'est une façon de retrouver cet état d'esprit pionnier. Bien sûr, le vélo, c'est un sport très répandu, c'est un des sports les plus pratiqués qui soit, mais pas de la façon dont je le fais. Emmener un vélo en haute montagne, ça t'oblige à revoir la montagne avec un œil neuf, comme si personne n'y était jamais allé. Parce que les sommets que je choisis, en fait, c'est des sommets qui n'ont jamais été faits à vélo, ou alors qui ont été faits une ou deux fois par des gars comme moi. Mais du coup, il n'y a aucune info sur ce sujet-là. Je dois aborder la montagne en me disant, est-ce que c'est possible? Comment atteindre le sommet? Quelle difficulté? Comment la redescendre? Et quelle est la ligne exacte? Et c'est vraiment un travail qui n'est pas facile. Parce que des fois, il y a des faces qui peuvent faire des kilomètres de large. Et par contre, en vélo, dessus, il y a une ligne avec juste quelques mètres par endroit où ça passe, tout simplement. Et ça t'oblige à analyser toute la montagne avec un œil complètement neuf, comme si personne ne l'avait jamais faite. Quand je vais faire un haut sommet ultra complexe dans les Pyrénées, je me sens vraiment comme un explorateur. Puis de loin, comme ça, il a pas l'air très dur. Et en fait, allez, je me donne 90% les probabilités d'échec. C'est ouf comment c'est sauvage ici.
Ah, j'adore. Alors, vélo. Oh, instru, passe là. Ah, c'est des falaises par là. Hop. Y a rien qui passe. Je parle pour le vélo, bien sûr. Et c'est cette sensation-là, de me sentir comme un explorateur qui me plaît. Donc le vélo, c'est une contrainte que je me rajoute artificiellement pour retrouver cette sensation. Bien sûr, j'ai pas commencé à le pratiquer en me disant ça, mais rétrospectivement, c'est ce que je peux vous dire. En bref, le vélo, c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. C'est un moyen de remettre du blanc sur les cartes. En gros, l'itinéraire que j'ai trouvé, il passe là. Et ceux qui ont l'habitude de lire des cartes, ils savent très bien que quand t'as du noir comme ça sur la carte, en fait, déjà à pied, ça passe pas. Les zones noires comme ça, c'est vraiment des coins que t'évites. Si t'as pas une corde, quoi. Et je pense que cet aspect pionnier, il est vraiment intrinsèque à l'être humain. C'est important de le conserver. Parce que si personne n'avait cet état d'esprit-là, bah, les États-Unis n'auraient jamais été découverts. Hein. Et on n'aurait jamais posé le pied sur la Lune non plus. Je pense vraiment que les grandes choses que fait l'humanité sont intrinsèquement liées à cette volonté, cet état d'esprit pionnier. Et comment vous gérez le risque? Parce que quand on vous voit, j'ai pas l'impression que vous soyez une tête brûlée. J'aimerais bien qu'on prenne un peu de recul sur la notion de risque. En fait, je pense que le risque, c'est ce qui donne de l'intérêt à la vie. On ne fait jamais rien qui soit vraiment intéressant dans la vie sans prendre un risque à un moment donné. Quand vous changez de job, par exemple, vous prenez un risque. Quand vous allez aborder une fille, vous prenez un risque. Quand vous vous impliquez émotionnellement avec quelqu'un, vous prenez un risque. Quand vous faites des enfants, vous prenez un risque. Quand vous vous lancez dans un projet créatif, vous prenez un risque. Le risque de déplaire au public. Et même sur des choses très terre-à-terre, hein, quand vous faites un investissement financier, vous prenez un risque. Quand vous achetez une maison, vous prenez un risque. Toutes les vraies actions qu'on fait dans la vie sont des actions qui comportent une part de risque. Et c'est ça qui les rend intéressantes d'ailleurs en vrai. Parce que si on n'avait pas cette composante de risque, si tout était certain, parce qu'en fait c'est ça à l'inverse, hein, c'est que tout soit certain, si tout était certain, ce serait ultra triste, non? Et je pense que le cerveau humain est vraiment câblé comme ça. Ça rejoint ce que je disais sur l'état d'esprit pionnier. Le cerveau humain, il aime bien explorer, découvrir, s'aventurer. Et en fait, il est câblé pour apprécier le risque, pour recevoir une sorte de récompense quand il prend des risques, et qui s'en tire avec succès, bien sûr. C'est un peu la définition de la vie. Alors, la définition de la vie, c'est un vaste sujet, et il y a plein de définitions possibles, mais pour moi, c'en est une. C'est-à-dire, c'est une entité qui est capable de prendre des risques, en fait. Alors, je parle de la vie, peut-être la vie consciente, parce que si on prend une plante, c'est vivant, mais on ne peut pas dire qu'une plante prend des risques. Et si on poursuit le schéma un peu plus loin, une pierre prend strictement aucun risque. Donc c'est pour ça que, en fait, plus on est vivant, d'une certaine façon, plus on prend des risques. C'est peut-être ça la vraie analogie qu'il y aurait à dire. Donc, vous recherchez le risque. Alors non, c'est plus subtil que ça. Je cherche pas le risque pour le risque. Je cherche pas à me mettre en danger. Ce que je cherche vraiment, c'est l'aventure. Et en fait, le risque fait partie intégrante de l'aventure. Et je cite souvent cette phrase de Reinhold Messner, qui est un des plus grands alpinistes qui soit, et surtout qui est un des plus grands alpinistes encore vivants, parce que la plupart, ils finissent par mourir en montagne un jour, malheureusement. Et lui, il a su rester vivant, il est maintenant très âgé, mais il est toujours là. Et il le dit, il l'a toujours dit, sans risque, il n'y a pas d'aventure. Et je trouve cette phrase vraiment magnifique. Sans risque, il n'y a pas d'aventure. Donc oui, je cherche le risque parce que je cherche l'aventure. Voilà. Je cherche pas le risque pour risquer ma vie. Je n'ai aucune envie d'aller faire, comme on le voit sur certaines vidéos TikTok, d'aller se suspendre sans corde à une flèche de grue, juste pour faire des vues. Ça, c'est prendre un risque sans aventure, c'est prendre un risque brut. Et ça, c'est pas mon truc. Et je pense aussi, mais ça, c'est une idée qui est assez répandue, que quand on prend des risques, on se sent plus vivant aussi. Alors, c'est peut-être quand on vit une aventure qu'on se sent plus vivant. Oh, regarde ça comme c'est beau. Sandwich! Je suis tellement content de voir qu'on n'a pas perdu l'agnac là. À 40 ans là. C'est parce qu'on a un objectif. Ah mais à 40 ans, je pensais clairement que on serait en train de redescendre, mais non, pas du tout. Regarde où on est. Avec le vélo. C'est propre au sport vraiment de pleine nature, comme la montagne, mais c'est, par exemple, je pense qu'un marin en haute mer ressent exactement ce type de sensation-là aussi. C'était la conclusion aussi du gars dans la série Breaking Bad à la fin, hein, quand il dit que finalement, il faisait tout ça parce que le fait de prendre des risques le faisait se sentir vivant. Ça permet de sentir beaucoup plus intensément sa propre existence au sein de l'univers.
Et des fois, j'ai vraiment l'impression que ce genre de sensation, ça peut valoir une vie entière, d'une certaine façon. Ou pour être exact, une vie entière peut être contenue dans cette sensation-là. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Et vous avez déjà été blessé? Oui, j'ai eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai été cassé de partout. Les genoux plusieurs fois, le pouce pété, les épaules, et dont notamment un accident où j'ai failli finir handicapé il y a quelques années. Je peux vous raconter un peu ce qui s'est passé. Et je ne l'ai jamais dit. Et pourtant, j'aurais pu faire vraiment un buzz de fou sur les réseaux. Comme quoi, je ne cherche pas non plus à instrumentaliser ces sortes de passions tristes ou de passions morbides qui fonctionnent très bien sur les réseaux. Parce que j'ai tout en vidéo. Et je l'ai toujours d'ailleurs, je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas. J'étais en haute montagne avec Fanny. On redescendait d'une course sur laquelle on s'était pris un but, puisque en fait c'est une course où on avait fait la totale. VTT, bivouac, alpi. Et on n'avait pas réussi à atteindre le sommet, il faisait mauvais. Bon, ça y est, Fanny, tempête qui arrive là. On se magne. On rentrait, donc on avait des sacs à dos extrêmement lourds, et en plus on était en pompe d'alpinisme pour pouvoir mettre les crampons. Du coup on descendait en vélo. Et j'ai fait une chute vraiment conne. Hein. Pas la chute de l'année, sauf que en fait mon bras a atterri contre un rocher, avec le mauvais vecteur, quoi. Mauvaise vitesse, mauvais angle, et ça m'a complètement déboîté l'épaule, mais monstrueux. Hein. L'épaule elle est sortie de plus de 7 cm, en m'arrachant le nerf, donc avec une liaison nerveuse et avec une fracture. Et sauf qu'on était vraiment extrêmement loin de tout, des heures de marche. Fanny, qui s'y connaît un peu en médecine, puisqu'elle bosse à l'hôpital, elle a essayé de me remettre l'épaule, c'est-à-dire que... C'est pour ça que je dis que ça aurait pu faire le buzz. Hein. J'avais toujours la GoPro, tout ça. Elle m'a fait m'appuyer contre un arbre, et elle m'a tiré de toutes ses forces, voilà, comme ça, pour le bras, pour essayer de me le remettre, mais ça n'a pas marché. Impossible de déclencher les secours parce que le téléphone ne passait pas. De toute façon, c'est un principe que je dis tout le temps, c'est le premier principe de sécurité en montagne, c'est ne pas miser sur les secours, jamais. Tu sais pas si tu pourras les joindre ou pas, s'ils pourront venir ou pas. Et là, clairement, la seule fois où j'en aurais eu besoin potentiellement, c'était pas possible. Et fallait se débrouiller tout seul, sauf que ceux qui ont eu l'épaule vraiment déboîtée, ils savent que c'est une douleur absolument horrible. J'ai compris à ce moment-là que je ne savais pas, jusqu'à ce jour, ce qu'était la souffrance, quoi. Et donc, pour essayer d'aller chercher des secours, Fanny m'a laissé, c'est-à-dire qu'on a laissé tous les équipements, elle est descendue le plus vite possible pour essayer d'aller chercher de l'aide, en fait. Et moi, je me suis retrouvé tout seul à me débrouiller en haute montagne. Et en fait, au final, j'ai tout redescendu tout seul, pendant des heures. Ça a pris 4 heures, la descente. 4 heures où j'étais en train de me traîner à moitié en hurlant. J'ai passé 4 heures en hurlant, vraiment. La souffrance était tellement forte que réellement, je me suis plusieurs fois posé la question de, quand je passais à côté de falaises, si j'allais pas dedans, quoi, tu vois. Pour en finir avec tout ça, quoi. Au final, on n'a pas appelé les secours, parce que même au niveau de la route, à l'arrivée, ça passait pas... Enfin, ça a été... Le temps qu'elle essaye d'organiser des secours, en fait, j'étais arrivé. Et donc elle m'a conduit direct à l'hôpital, elle-même, et sauf qu'après ça a été un enfer, parce que en fait avec les lésions nerveuses que j'avais, mon bras a été paralysé, quoi. À l'hôpital ils m'ont remis l'épaule sous anesthésie générale, et ensuite en fait j'ai été paralysé, c'est-à-dire que j'avais plus ni l'usage de la main, ni l'usage de mon bras, et pendant des mois. Les médecins m'ont tous dit, tous, ils étaient unanimes, qu'au mieux je récupérerais un peu de mobilité pour la vie quotidienne, quoi, mais que le sport c'était fini. Et de toute façon, ils n'étaient même pas catégoriques que je récupère quoi que ce soit. Donc c'était une période vraiment horrible. Tous les soirs, je me mettais devant la glace pendant des heures et je me disais vas-y, bouge la main, bouge la main. Et ça ne bougeait pas. Cette sensation, elle est horrible. Ceux qui ont eu des accidents connaissent ce genre de choses. Je pense que c'est une des pires sensations qui soit. Peut-être avec le fait de perdre un proche, mais il n'y a pas grand-chose de pire dans la vie que ça. Et c'est marrant parce que pour la petite histoire, je me suis même pas arrêté de faire des vidéos à ce moment-là. J'ai fait une sorte... c'est pas un déni, mais c'était une volonté vraiment d'aller de l'avant. Parce qu'en fait, j'ai ensuite tourné une vidéo sur les principes de sécurité en montagne. Une vidéo qui avait fait pas mal de vues à l'époque et qui avait été très bien accueillie, où je donnais tous les principes de sécurité de base. Et dans cette vidéo, si vous la retrouvez sur ma chaîne, vous verrez que en fait, j'ai un bras avec... j'ai des sortes de straps dessus, là. Et qu'en fait, le bras est complètement immobilisé pendant toute la vidéo, il est comme ça. J'ai pas dit à l'époque, personne savait que j'étais blessé, mais en fait, à cette époque-là, j'avais le bras paralysé. Et je faisais une vidéo sur la sécu en montagne. Ce qui peut sembler paradoxal, mais non, en fait, ça a complètement du sens. Peut-être que c'était cathartique aussi. Mais donc, petit à petit, j'ai finalement réussi à retrouver de la mobilité. J'ai vraiment eu la volonté d'inverser le process de rééducation. Normalement, il y a tous des protocoles, des trucs à suivre pour monter petit à petit, regagner en mobilité, puis après regagner en force, et ainsi de suite. J'ai changé de kiné jusqu'à ce que j'en trouve un, en fait, qui fasse comme je voulais. En fait, qui me prépare pour que je puisse reprendre le vélo, le minimum. C'est-à-dire qu'on fasse de la renfo, même si j'avais pas la mobilité.
et que en fait, je me fasse ma rééducation en faisant du vélo. Sauf que les médecins m'avaient tous dit, bah non, surtout pas, parce qu'en fait, si vous retombez, si vous reblessez au bras, vous le perdez vraiment définitivement. Sauf qu'en fait, la rééducation, je supportais pas, j'avais envie de faire comme je sautais. Et avec cette façon de faire, j'ai eu juste à peu près 2 mois de rééduc, donc c'est très très peu par rapport à la gravité de la blessure. Et ensuite, j'ai tout de suite recommencé à faire du vélo. Et du vélo relativement engagé, en fait. Hein. Tout de suite, ça m'a tout redécoincé. Et ça m'a permis de récupérer à une vitesse que les médecins n'arrivaient pas à comprendre. Et du coup, je savais en plus à cette période-là qu'en faisant du vélo, il fallait pas que je tombe. Et donc, pour avoir vraiment pleinement conscience de ça, j'ai fait exprès de pas mettre de casque de protection à l'époque pour avoir toujours cette conscience physiologique que j'étais fragile, quoi. Bon, ça peut sembler un peu extrême, j'en conviens, mais ça a ultra bien fonctionné quand même. Paradoxalement, j'avais peur à ce moment-là d'avoir peur. C'est-à-dire que j'avais peur que ça me bride pour la suite et de plus être capable de faire ce que je faisais en montagne. Et en vrai, ça m'a pas du tout bridé, quoi. J'ai tout de suite repris des très grosses sorties. Ça n'a absolument rien changé. Rien. Mais après, globalement, je suis vraiment ultra étonné de voir à quel point le corps humain est une machine performante. Le vélo, c'est très intéressant d'ailleurs à analyser. Je me suis toujours posé la question. Comment on faisait? Alors, je parle pas pour moi, mais pour n'importe quel vététiste. Parce que, en fait, du point de vue du pilotage de son propre corps, je trouve ça surnaturel. Parce que quand on est sur un passage technique en vélo, on place ses roues au centimètre quand même, hein. Mais sauf qu'on n'est pas du tout en train de regarder ce qu'on est en train de faire. On est concentré 5 mètres devant, en train de regarder les obstacles 5 mètres devant, et une fois qu'on y arrive, en fait, le corps mécaniquement fait placer le vélo, avec beaucoup de mouvements qui sont quand même assez complexes, en ayant anticipé complètement la topologie, le type d'obstacle qu'il y a, comment il fallait que le vélo soit, et ton cerveau, il est complètement décorrélé de ça, puisque lui, il est à nouveau 5 mètres devant. Et je trouve que cette dynamique, cette capacité qu'a l'être humain, elle est absolument dingue. Et en fait, on parle souvent des 5 sens, mais il y a beaucoup plus de sens que ça. Selon les scientifiques et les analyses, il y a entre 10 et 20 sens différents. Et donc, notamment, il y a un sens qui est évident, mais dont on ne parle pas, c'est la sensation de la chaleur ou du froid. Bon, ça sert pas à grand-chose quand tu fais du vélo, mais quand tu fais du vélo, tu as 2 sens majeurs qui rentrent en jeu. Tu as la proprioception, c'est la capacité à placer son corps dans l'espace. Et l'équilibrioception, qui est la capacité à assurer son propre équilibre. Donc ça, c'est qui est géré par l'oreille interne. Et ces 2 sens se combinent à la vue et au toucher, enfin au sens physique, pour générer cette capacité à passer les obstacles, que je trouve absolument dingue, quoi. Et c'est encore plus dingue, je pense, pour quelqu'un qui passe des obstacles complètement dynamiques, par exemple en faisant des figures en l'air et réatterrir correctement. Enfin, c'est des trucs que j'ai du mal à concevoir, quoi. Et comment vous gérez la peur? Ou peut-être que vous n'avez pas peur? Alors, bien sûr que j'ai peur, comme tout le monde. La personne qui vous dit qu'il n'a pas peur, soit il ment, soit c'est un psychopathe. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Enfin, soit il a un problème psychologique, parce que la peur, c'est une sensation qui est parfaitement normale. Même les alpinistes très connus, qui font des grandes voies, parfois sans corde, ils vous le disent, qu'ils ressentent la peur, hein. Peut-être pas au même niveau que quelqu'un qui n'aurait jamais vécu ce genre d'expérience, mais la peur, c'est parfaitement naturel. Et la peur, je le dis souvent, je l'utilise vraiment comme un signal. C'est-à-dire que je l'écoute. Ça fait partie des stimuli qui me viennent, au même type que la vision, l'ouïe. Il y a la peur, voilà. Et il faut la prendre en compte. Ou pas, d'ailleurs. Parce que, en fait, il y a 3 types de peur. Il y a la peur, on va dire, réflexe, la peur primale. Ça, c'est la peur, typiquement, du vide. Quand vous vous trouvez à côté du vide, vous avez cette sensation qui vous monte, et vous avez du mal à l'endiguer, parce que c'est vraiment ancré dans votre cerveau reptilien. Cette peur-là, je veux dire, on n'a pas à la prendre en compte. On sait qu'il y a le vide, on sait qu'il ne faut pas tomber. La peur, là, elle ne vous sert à strictement à rien. Elle sert juste à vous cramer un peu plus d'énergie. Donc cette peur-là, il faut réussir à la gérer. Ensuite, il y a une autre peur. La deuxième, c'est la peur pour l'autre. Cette peur-là, elle est un peu particulière. Maintenant, imaginons que vous soyez au bord du vide, mais vous ayez un compagnon qui soit lui aussi à côté de vous au bord du vide. Et bien, votre peur, elle est quasiment doublée parce que vous avez peur pour lui. C'est assez étrange comme sensation. C'est pour ça d'ailleurs que les sorties vraiment, vraiment engagées, je préfère les faire tout seul, parce que j'ai pas envie de ressentir cette peur-là pour l'autre, ou d'avoir d'une certaine façon la charge mentale de l'autre. Enfin, c'est une charge mentale, c'est pas moi qui l'ai, on l'a mutuellement, forcément. Je trouve que ça nous sort un peu de la concentration qu'on devrait avoir. Et la dernière peur, c'est celle-là et uniquement celle-là que j'écoute, c'est la peur diffuse, la peur un peu sourde, dont on ne sait pas très bien d'où elle provient. Alors, la peur, c'est peut-être un grand mot, c'est peut-être une sensation plus de malaise ou d'inquiétude, de stress, qu'on n'arrive pas très bien à définir, et quand on la ressent, celle-là, il faut absolument l'écouter,
Parce que ça veut dire que ton cerveau, il a capté qu'il y avait un danger de façon non consciente. C'est des combinaisons de stimuli. Peut-être que ton cerveau, il s'est dit qu'avec ce type de réflexion sur cette pierre, le nuage qu'il avait vu tout à l'heure, ce petit vent qu'il y a eu il y a 5 minutes, peut-être que lui, il associe ça à un risque, je sais pas, peut-être qu'il se dit qu'il y a une tempête qui va arriver. Sauf que ça, le résultat de la réflexion de ton cerveau n'est pas consciente. Ton cerveau, son résultat, c'est juste qu'il te met en stress, parce que lui, il a compris. C'est comme du croisement de big data dans l'intelligence artificielle, d'une certaine manière. Et donc là, il faut l'écouter, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Ça sent la merde, mais pas plus que d'hab quoi. Non mais c'est sérieux quoi là. Il faut voir que tu traverses tout au-dessus des barres là-haut là. Est-ce que ça a changé en 20 minutes? J'en sais rien, c'est dur à dire. Est-ce que c'est pas notre psychologie qui a changé en 20 minutes? T'as vu la chute de pierre là? Ouais. Elle est légère en dessous là. Attention Pierre! Pierre! Sur ces images, on ne le voit pas, on a l'impression que c'est des micro-bouts de cailloux, mais en vrai, c'est des pavasses de 50 cm là. Bah, c'est clair, tu te prends ça pleine balle. Ah, ça fait flipper hein. Après, il ne faut pas oublier que la peur, c'est aussi une bonne chose, parce que la peur, elle a une fonction d'alerte, bien sûr, mais elle a aussi une fonction physiologique, parce qu'elle te modifie les hormones, l'adrénaline notamment, parce que le but, c'est qu'elle te mette en condition de réagir face à un danger. Et la réaction face à un danger, il n'y a que deux manières, c'est soit faire face ou attaquer, en fait, soit fuir. Donc elle te prépare à ça. C'est pour ça que la sensation de peur, dans les passages techniques complexes, par exemple, elle est intéressante, parce qu'on sent clairement quand elle monte. Je ressens ça notamment en ski de pente-raide, un peu plus qu'en vélo. Avant d'engager dans la pente, il y a vraiment ce stress qui monte. Et on a l'impression que ça nous charge une sorte de batterie mentale et physiologique. Et dès qu'on engage la pente, en fait, il y a tout qui se décharge. Je crois que c'est lié à l'adrénaline, mais je ne suis pas sûr. Et du coup, on se sent beaucoup plus conscient. On a l'impression d'être beaucoup plus lucide sur ce qu'on fait, on anticipe mieux, on anticipe plus. On est vraiment 100% aligné avec le monde d'une certaine manière. Et cette sensation-là, elle est très intéressante à ressentir. Elle a un côté un peu jouissif, à la fois agréable et désagréable en même temps. Et ça, c'est généré à la base par la peur. Et si on vous dit que vous êtes un inconscient, vous répondez quoi? Parce que on doit souvent vous le dire, non? Oh oui, on me le dit parfois, ça c'est clair. Mais comme toujours avec les mots, il faut revenir à la définition. Ce mot, il est complètement utilisé à tort et à travers dans la société actuelle. Tout le monde est l'inconscient de quelqu'un. Ça devient complètement caricatural, alors que ce mot, il a une définition quand même. L'inconscient, c'est quelqu'un qui n'a pas en tête les conséquences de ses actes. Et paradoxalement, en montagne, les conséquences, on les a clairement en tête, elles sont totalement évidentes. Quand vous êtes sur une paroi rocheuse avec du vide à côté, la conséquence de l'erreur, vous l'avez en tête en permanence. Donc c'est totalement l'inverse en fait, quand on est en montagne. On est complètement conscient, on est over-conscient, j'ai envie de dire. Bien plus que dans d'autres situations de la vie quotidienne qui sont tout aussi dangereuses. Quand vous prenez la voiture, pour le coup, vous n'êtes pas conscient. Enfin, vous le savez, mais vous n'avez pas cette conscience continue du fait que si vous faites un écart sur la route, à 90 km/h, un obstacle fixe, c'est fini. Mais ça, vous n'avez pas peur, vous ne vous sentez pas plus conscient que ça, vous vous sentez même plutôt protégé. Alors que quand on est en montagne et qu'on ressent cette fragilité dont je parlais tout à l'heure, non, là, la conscience, elle est totale. Donc en fait, ce mot est très mal choisi. Et d'autant plus que quand on l'utilise, on va dire, de façon quotidienne, ce terme d'inconscience, il est entaché d'une sorte de lourdeur morale, comme si on avait fait des agissements qui nous mettaient en faute. Et ce qu'on entend, en fait, le discours sous-jacent, c'est de dire « ce que vous faites n'est pas bon pour la société ». Finalement, tout ce qui ne s'inscrit pas dans le carcan que veut nous imposer la société est taxé d'inconscience. C'était pas le cas il y a 20-30 ans, mais maintenant c'est le cas. C'est-à-dire que dès que vous êtes en dehors des cases, vous êtes inconscient. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Et à l'inverse d'être inconscient, c'est maintenant d'être responsable. D'ailleurs, l'autre mot opposé, irresponsable, revient souvent aussi. Et paradoxalement, moi, quand je sors en montagne, non seulement je me sens totalement responsable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où on est autant responsable de ses actes qu'à ce moment-là, et je suis responsable aussi. C'est-à-dire que je sais très bien que si ça tourne mal, comme j'ai dit avant, je mise pas forcément sur les secours, je mise sur moi-même, enfin... j'ai ça en tête, j'ai en tête les conséquences, et en fait, je les accepte et je les assume. La montagne, on peut vraiment dire que c'est une école de la responsabilité. Et ceux qui la pratiquent autrement, ils ne la pratiquent pas longtemps en général. D'ailleurs, il y a souvent ce débat, à chaque fois qu'il y a un sujet d'intervention de secours en montagne, qui est ce fait qu'en pratiquant la montagne, on fait prendre des risques aux secouristes. Moi, j'ai vraiment un énorme respect pour les secouristes. D'ailleurs, à une époque de ma vie, je me posais la question de m'y engager. Et j'ai un de mes amis qui est dans mes vidéos, qui est actuellement en train de faire le cursus pour devenir secouriste en montagne. Mais je pense que ce débat est tellement mal posé. Il est posé complètement à l'envers.
Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de secours à faire, il n'y aurait pas de vocation de secouriste. Alors je parle pour ceux qui connaissent, j'en connais un certain nombre. Hein. En fait, ils comprennent parfaitement les gens qui vont secourir, ils sont pratiquants aussi. C'est vraiment leur vocation, ils vivent pour ça. Et en fait, je me mets à leur place, ça doit être une sensation qui est extrêmement gratifiante. Hein. Je suis déjà, à mon modeste niveau, intervenu pour secourir des gens en montagne plusieurs fois. Soit des gens blessés, soit des gens perdus, enfin des gens en difficulté. Ça m'est arrivé, allez, 3 ou 4 fois. Alors attendez, mettez celui-là là. Hop. Ou là, ouais, voilà. Regardez vos mains, il y a des bonnes prises de main, voilà. Là, celui-là, il est là. Très bien, il va pas bouger. Le prochain, il faut le mettre là. C'est une sensation extrêmement satisfaisante de sortir quelqu'un des ennuis. Donc je peux comprendre un tout petit peu ceux qui peuvent vivre, eux, à un niveau qui est décuplé, quoi. C'est pour ça que j'ai ce respect pour eux, et que c'est un métier que j'admire. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers qui soit, quoi. Et à titre personnel, j'ai toujours dit que je ne me reposais pas sur les secours, et d'ailleurs, certaines des plus grosses expéditions qu'on a faites, les secours, on les avait juste... Enfin, ils n'étaient pas dans l'équation, absolument pas. Quand on est parti à 6000 mètres au Chili, il n'y a juste pas de secours en montagne qui existe dans ce pays. Enfin si, ils existent dans certaines zones proches des grandes villes, mais pas du tout là où on était. Alors, on a la chance, quand on est en France, d'être sur un terrain de montagne sur lequel il y a des secours partout qui sont ultra efficaces. Mais déjà, on ne peut pas forcément les appeler. En plus, les conditions peuvent faire qu'ils ne peuvent pas intervenir de façon forcément efficace. S'il fait mauvais, s'il y a du vent, si c'est la nuit, enfin, par exemple, l'hélicoptère n'intervient pas. Donc, il faut quand même se débrouiller tout seul, même si on arrive à les joindre pendant longtemps, potentiellement. Donc voilà, donc, quand je pratique la montagne, je la pratique aussi en conscience de ça. C'est-à-dire en considérant que si la situation tourne mal, il faut se débrouiller soi-même. Et est-ce que le fait de filmer incite à prendre plus de risques? Le débat sur la caméra. Ce débat, c'est aussi un débat qui est très ambivalent. Il peut arriver qu'on ait l'impression que je filme tout ce que je fais et que je fais ça pour ça, mais pas du tout. Alors, en fait, j'ai commencé à filmer que très tardivement dans ma pratique, vers les années 2010-2015. Avant, je filmais jamais. J'ai pratiqué la montagne pendant 20 ans, exactement de la même façon, sans jamais sortir une caméra. Le seul moment où on prenait de l'image, c'était en haut d'un sommet, on prenait une photo, clac, et puis on redescendait. On avait juste ça. Et ma pratique de la montagne n'a pas changé avec les caméras, vraiment. Je dois aussi préciser un truc qui est très important. Quand on filme, on n'a jamais d'équipe de tournage. C'est-à-dire qu'on filme nous-mêmes, et on filme vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'on va jamais faire un plan fake, c'est-à-dire un plan pour le plan. On va jamais se dire, bon allez, vas-y Dimitri, va te mettre sur ce rocher-là et descends là, parce que là, l'image, elle est bien, ou elle est mieux là. On va pas faire ça. En fait, on filme la réalité de ce qu'on descend. En règle générale, la ligne de descente la plus simple, la plus facile, la plus évidente par rapport à l'itinéraire qu'on a décidé dans la face. Et on refait pas de prise non plus. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Jamais on dit, bon bah voilà, celle-là, bon j'ai raté le plan, vas-y remonte, on va la refaire. Non, on filme tout ce qui merde notamment d'ailleurs, hein, y compris aussi les moments de doute. Et c'est ce qui fait que je pense que mes films plaisent à un certain public. C'est parce qu'il n'y a rien d'artificiel, quoi. Et en fait, au fil du temps, on a développé une sorte d'efficacité dans notre façon de filmer. Alors je dis nous, parce que il n'y a pas que moi qui filme dans les sorties, il y a aussi mes coéquipiers. Quasiment tous mes coéquipiers savent filmer. Ils savent tenir une caméra, je leur expliquer comment faire, je leur expliquer ce que c'est qu'un bon cadrage, un bon plan et tout. Ils savent aussi piloter le drone. Il y en a certains qui sont même bien meilleurs que moi au drone, en fait. Ouais, et tu fais un petit 360 petit à petit, tu vois, quand on descend, ça peut être vraiment stylé. On se met d'accord sur les signes. Quand je te fais ça, ça veut dire rentre le drone. Et si je te fais ça, ça veut dire filme ou continue. Et toi, si tu veux me dire ok, le drone, tu le fais osciller comme ça. Et donc on alterne les prises de vue de telle sorte à ce que ça soit complètement fluide et que ça casse pas la descente. C'est-à-dire qu'on va jamais se poser longtemps pour faire un plan. En règle générale, on le fait même dans la continuité. Imaginons qu'on est à deux, qu'on est sur un sommet, il y en a un premier qui va descendre, l'autre, pendant ce temps-là, il va faire un plan drone. Celui qui a descendu, une fois qu'il est en bas de la section, il sort une petite caméra et il filme son coéquipier qui arrive. Ça tourne ? Ouais, ça tourne. Hop là. On a
même plus besoin de se parler, même quand on prend des prises de vue, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est un peu la façon inverse de faire un film. D'habitude, quand on fait un film, on sait ce qu'on veut filmer, on sait les images qu'on veut, on a un découpage technique, et on va aller chercher à filmer ce qui est prévu. Là, c'est l'inverse, c'est qu'on filme ce qu'on peut, c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, le boulot du monteur, donc mon boulot, puisque c'est moi qui fais le montage, c'est avec tous ces plans un peu foireux, parce que les plans sont jamais merveilleux en vrai, parce qu'ils sont pris dans l'action et qu'on pense pas qu'à ça, et ben d'essayer de refaire quelque chose de beau, qui se tienne, qui ait de la gueule, avec des plans imparfaits. Et ça donne vraiment toutes ces lettres de noblesse au travail de montage. Pourquoi vous filmez? Pourquoi vous avez commencé à le faire? Alors filmer, ça n'a jamais été un objectif en soi. Pas plus que monter une chaîne YouTube, d'ailleurs. C'est venu un peu par hasard, en fait. Hein. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai toujours été passionné par l'image. Et avant, je dessinais beaucoup. J'ai même été illustrateur freelance pendant quelques années. D'ailleurs, j'ai même essayé à une époque de percer dans la BD, mais ça n'a pas marché. J'ai aussi toujours fait beaucoup de photos, mais de la vraie photo avec un vrai appareil qu'il faut régler. Donc la vidéo, ça s'est fait plus ou moins par hasard en fait. Tout simplement, un jour, on m'a offert une GoPro. C'était au début, hein, dans les premières GoPro. Et bon, j'ai commencé à filmer comme ça, sans aucune prétention, quoi. Et je me suis pris au jeu petit à petit. À la fois de ramener des images, mais aussi de commencer à les monter. J'ai trouvé le montage vidéo, que c'était une activité absolument passionnante. Mais surtout, le fait de ramener des images, d'une certaine façon, ça a été la réalisation d'un fantasme. Je pense qu'il y a beaucoup de montagnards qui l'ont, ce fantasme. Alors, c'est pas de ramener des images en soi, mais c'est de ramener les émotions qu'on a ressenties. Parce que quand on est en haute montagne, on ressent vraiment des émotions puissantes. Et quand on est en bas, quand on retrouve sa famille, sa maison, ses amis, on a envie de raconter ce qu'on a ressenti là-haut, et on peut vraiment pas. Il y a une forme de frustration de ça, et on aurait envie de pouvoir partager ce qu'on a ressenti, mais on peut pas. On peut ramener des photos, tout ça, mais il n'y a pas l'émotion, l'intensité dans des photos. Alors la vidéo en soi brute, c'est comme une photo, hein. On ne ressent pas non plus l'intensité. Mais à partir du moment où on la monte bien, et c'est là où le montage prend tout son sens, c'est-à-dire que le montage, c'est l'art de remettre de l'émotion dans des images qui n'en ont pas à la base. Et du coup, c'est la façon dont on va découper, dont on va insérer les dialogues, et surtout dont on va mettre aussi la musique, qui va recréer artificiellement une émotion. Moi, j'essaie de recréer l'émotion qu'on ressent à ce moment-là. T'es au bord du vide, tu vois, le vide il est là et tu passes à une phase d'accélération mais ultra violente quoi. Et c'est ce contraste là je trouve qui est le plus impressionnant. Quand on commence le base jump, on a peur systématiquement, à chaque fois. Et puis après, ça va être très différent. On va avoir peur d'un saut nouveau, par exemple. Ou alors, on va avoir peur d'un contexte. Extracteur. Ok, par terre ça traîne pas. Le tissu il est là. Tout est bon. Ça fait 3, 2, 1, et base. Wouhou.
Et du coup, c'est une sensation qui est absolument dingue. C'est une sensation un petit peu démiurgique parce qu'on joue avec l'émotion, on joue avec le temps aussi. C'est deux concepts avec lesquels, normalement, dans la vie, on ne peut pas jouer. Le temps, les émotions, c'est des choses fragiles et éphémères. Et avec le montage vidéo, on arrive à les recréer. Et cette sensation-là, je la trouve absolument géniale. Petite parenthèse, avec tout ce que vous faites, avec toutes vos activités, comment vous faites pour avoir assez de temps? On me pose souvent cette question. C'est vraiment juste une affaire de choix. Je vis seul, je vis pas, enfin dans le sens où je suis pas en couple avec quelqu'un, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de télé, j'ai pas de loisirs. Enfin si, j'ai des loisirs, mais c'est mes activités créatrices. Et en plus, j'ai la chance de dormir assez peu par nuit, je dors 5 ou 6 heures par nuit. Donc vous mettez tout ça bout à bout, vous gagnez beaucoup de temps. Et c'est ce temps-là que je consacre à mes activités, quoi. Pour revenir sur la vidéo, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'ego trip? Bien sûr qu'il y a une forme d'ego trip. Prétendre l'inverse, ça serait un mensonge. Mais comme n'importe qui se prend en selfie, en fait. Hein. Par contre, ça n'a jamais été le but en soi. D'ailleurs, il suffit de revenir à mes premières vidéos. Alors, les très anciennes, je les ai supprimées de YouTube parce que je ne pouvais plus les assumer, quoi, du point de vue du montage et de l'image. Mais en fait, sur mes premières vidéos, on me voit jamais à l'écran. J'ai jamais eu cette volonté de m'afficher, de me filmer moi-même et de dire « regardez, c'est moi ». Quoi. En fait, j'y suis venu petit à petit parce que j'ai compris que c'était une demande du public. À la base, moi, j'avais vraiment envie de filmer des films de montagne, hein, tout simplement. D'ailleurs, c'est le premier protagoniste de mes films, c'est la montagne, avant d'être les sportifs qui sont dedans. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on veut commencer à raconter une histoire, à avoir du storytelling, on est obligé déjà de parler, et donc à un moment de se filmer. Et j'ai compris aussi que les gens attendaient de pouvoir s'identifier à quelqu'un dans un... Enfin, c'est le propre de tout film, hein, qu'il y ait un personnage et qu'on puisse s'identifier à ce personnage. Donc c'est là que j'ai commencé petit à petit à retourner la caméra vers moi, mais au début c'était vraiment une contrainte, et je détestais ça. Alors maintenant, je ne vais pas dire que j'aime ça, même c'est pas du tout le cas. Vous voyez, d'ailleurs, faire cette interview, moi, ça me plaît pas plus que ça, en vérité. Mais bon, maintenant, je m'y suis fait, d'une certaine façon, à parler à une caméra, mais mon but, ça n'a jamais été de me mettre personnellement en valeur. D'ailleurs, j'ai toujours été un très très mauvais acteur. On l'a particulièrement vu quand on a tourné le film du Chili, Copiapó, parce que là, c'était un vrai film qui a été produit par une boîte de production. Alors bien sûr, sur l'expédition elle-même, on l'a filmé comme d'habitude, en autonomie, mais par contre, pour tout ce qui était... autour de l'expédition, dans le film, c'est-à-dire les interviews, la préparation, tout ça. Là, on l'a filmé avec une équipe professionnelle. Et d'ailleurs, il y a des scènes qu'on a reconstituées. Et ça se voit un peu, je pense, et notamment parce qu'on n'est pas des acteurs. Et le pire, pour le coup, le pire de tous, c'était moi. Quasiment toutes les scènes qu'on avait retournées, où j'étais présent dedans, on les a coupées au montage, parce que c'était juste catastrophique. Il n'y avait rien qui paraissait réel, quoi. Je sais plus si je t'en ai parlé, là, mais c'est un petit plan que j'ai en tête depuis quelques années, là, Non, c'est nul. Et oui, Et oui, du coup, Jean-Hugues, tu sais que j'adore partir en montagne avec toi, et Attends, je sais pas quoi ça. Ah oui, ok. Attends, je la refais juste là. Alexis, je le fais, ça t'aide si je le fais? De quoi? Je réponds. Non, c'est juste que je réfléchis, je me relance pas, voilà, en fait. Je fais ça pour que tu réfléchisses pas, pour que t'arrêtes de mettre... Mais en fait, une fois sur deux, ça me reperturbe dans ma réflexion, en fait. Ah oui, mais ce qu'on veut pas, c'est que tu réfléchisses, c'est que tu joues. Ouais, mais je réfléchis à ce que je vais... Ah oui, mais si j'ai fait ça, c'est pour te lancer sur des réponses, c'est pas pour que tu fasses autre chose. Donc voilà, passer à la caméra, c'est pas mon truc à la base. Après, le choix des sujets de mes films, c'est une forme de facilité, tout simplement, aussi. Hein. C'est juste qu'en fait, le fait de filmer mes activités, c'est pratique, parce que c'est un sujet que j'ai sous la main en permanence. Mais il m'est arrivé de faire des films sur d'autres personnes, sur d'autres activités, et j'ai même beaucoup plus aimé faire ces films-là, parce que je me sentais plus libre, justement, puisque j'étais pas derrière la caméra. Enfin, devant, plutôt. Et je me sentais beaucoup plus libre de dire ce que je voulais, de filmer comme je voulais, de mettre les musiques que je voulais sur ces films-là. Donc notamment celui dont je suis le plus fier, c'est le film que j'ai réalisé sur le base jump, qui s'appelle Exit, avec Loïc Tamburello, qui est un mec juste incroyable, que j'admire au plus haut point. Enfin, les base jumpers, ceux qui font donc du saut de falaise avec un parachute, ou une wingsuit, je trouve qu'il faut un courage, mais un courage de dingue. J'adorerais faire ça.
Mais pour le coup, j'aurais pas ce courage-là. Je sais que je l'aurais pas. Je connais mon appréhension au vide et tout, me jeter dans une falaise. Et du coup, j'ai voulu vraiment réaliser un film là-dessus. C'est une sorte de témoignage de l'admiration que j'ai pour ces pratiquants. Après, pour revenir sur le sujet de l'ego, c'est quand même étonnant que ce mot ait acquis une connotation aussi négative dans le monde actuel. Parce que c'est pas une chose qui est mauvaise en soi. Le problème, c'est qu'on confond ego avec égoïsme. Et c'est pas la même chose. Parce que avoir de l'ego, ça veut dire qu'on recherche de la reconnaissance dans le regard de l'autre. La reconnaissance, c'est l'inverse en fait de l'indifférence. Et l'indifférence, personne ne recherche ça. C'est même la chose la plus violente que vous pouvez faire à l'égard de quelqu'un, d'être complètement indifférent à son égard. Et pourquoi c'est si violent? C'est parce que c'est notre singularité propre qui fait de nous un être humain. Donc en fait, l'ego, c'est simplement la capacité de l'être humain à marquer sa singularité. C'est même quelque chose qui est plutôt sain. Après, il ne faut pas que ça vire dans l'égoïsme, effectivement. L'égoïsme, c'est ne penser qu'à soi, mais c'est très différent. J'imagine que vous êtes rémunéré pour votre activité de vidéaste, enfin de sportif vidéaste. Et qu'est-ce que vous répondez si on vous dit que vous faites ça pour l'argent? Alors oui, cette activité me rapporte un peu d'argent. Mais en vrai, infiniment moins que ce que je pourrais en récupérer. Et c'est un choix personnel, et je vais m'expliquer là-dessus. Grosso modo, les revenus que j'en tire me permettent de rider et de pratiquer la montagne gratuitement, à peu près gratuitement. J'aurais pu décider d'en faire une vraie source de revenus, à la fois en sponsoring et en revenus YouTube, mais ça a été un choix personnel de ne pas le faire. Déjà, la première chose, c'est que j'ai jamais cherché à être sponsorisé. Tous les contrats que j'ai, c'est des marques qui sont venues me chercher. Et je dis pas systématiquement oui, loin s'en faut. J'ai souvent refusé des propositions, simplement, si les marques sont pas alignées avec à la fois mes besoins et ce que je fais, tout simplement. Et l'autre condition, c'est qu'il faut que les marques n'aient aucune exigence, en fait, à mon égard. Ça peut sembler contradictoire de dire ça, mais je n'accepte pas un contrat qui me dit « vous devez faire tant de vidéos, tant de trucs », enfin, voilà. Il faut que ça fonctionne dans une relation de confiance, où la marque me fait confiance, que je mettrai en lumière son image de ses produits, directement ou indirectement. Mais en retour, je veux pas avoir une obligation d'aller faire des sorties en montagne, quoi. Il faut que ça reste un plaisir et une passion. Je veux pas que ça devienne un métier, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, je peux vous parler de mes rapports avec Zerod, qui me sponsorise en vélo depuis 2 ans maintenant. C'est vraiment un cas d'école, cette marque. Puisque, à la base, je la connaissais pas. C'est quand même une marque qui est relativement confidentielle. Mais plusieurs fois, il y avait le responsable de la marque qui m'a contacté pour savoir si je voulais rouler pour eux. Il me proposait un vélo complet, enfin, c'était un beau petit contrat, quoi. Et j'avais toujours refusé. Parce que pour moi, un vélo, le critère fondamental, c'est le poids, puisque je le porte, donc il faut que je sois en forme quand je suis en haut pour commencer la descente. Et les vélos Zerod, ils ont une boîte de vitesse au niveau du pédalier. Donc c'est un système qui est plus lourd qu'un dérailleur. Et là, c'est leur boîte de vitesse vraiment haut de gamme. On est sur la C1.9, donc c'est la plus compacte, la plus légère. Et au niveau du ratio de pédalage, c'est... Vas-y, et va tout à fait à l'opposé. Et voilà, là, donc là, on voit bien que la vitesse de rotation est complètement différente. Donc je leur avais dit non plusieurs fois, et en fait le responsable est revenu, mais gentiment, quoi, en me disant qu'il aimait bien ce que je faisais, il n'avait pas du tout une approche business ou marketing. Et à un moment, on discutait de ça, ça faisait déjà 2 ans que j'avais refusé, et il me dit, mais écoute, on peut calculer le poids complet d'un vélo qu'on peut te faire. Ouais, laisse-moi faire le calcul, quoi. Je lui donne tous les composants, le plus léger possible, lui il va chercher dans les critères techniques aussi le poids exact de tous les composants qui restent sur le vélo et tout ça, et il me fait un tableau Excel, mais de dingue, avec le poids au gramme près de tout, y compris des vis, de la graisse, de l'huile. Et on arrivait à un poids qui était un peu plus lourd que mes vélos d'à ce moment-là, mais qui était quand même pas si mal, quoi, tu vois. Et là je lui ai dit, bah écoute, je veux bien essayer. Ok, je signe un contrat, tu m'envoies le vélo, mais par contre, si jamais je trouve que le vélo ne correspond pas à mon usage et qu'il est quand même trop lourd, on arrêtera là. C'est-à-dire que je l'essaye parce que j'aime bien la relation qu'on commence à avoir et je te fais confiance quand tu me dis que je vais apprécier. Mais par contre, je te garantis pas que je le garderai, en fait. Donc c'est pour dire jusqu'où je vais dans mes relations avec les marques. Il faut que ça colle à mes contraintes, quoi. Mais par contre, pour terminer là-dessus, c'est que quand j'ai reçu le vélo, effectivement, il était un peu plus lourd à porter, mais la dynamique de pilotage était tellement meilleure que sur des vélos à dérailleur avec des masses non suspendues plus importantes sur les roues. La dynamique était tellement meilleure que j'ai adoré tout de suite, mais vraiment. Et j'ai préféré avoir cette contrainte du petit poids supplémentaire pour avoir tout ce gain, par contre, dans la dynamique de pilotage. Et YouTube vous rapporte aussi de l'argent, non? Oui, YouTube me rapporte un peu d'argent,
Mais en fait, j'ai mis les curseurs entre guillemets au minimum. Ceux qui savent comment fonctionne YouTube, ils l'ont bien compris quand ils voient des films sur ma chaîne. C'est-à-dire que oui, je monétise mes vidéos, mais pas parce que je veux que ça me rapporte de l'argent. C'est simplement parce que si on a une chaîne entièrement démonétisée, elle est de base pas forcément mise en avant par l'algorithme, parce que YouTube, il a rien à y gagner du coup, puisqu'il a pas de pub qui est diffusée sur les films de cette chaîne, donc il a rien à y gagner à les mettre en avant. Il y a quand même des chaînes qui arrivent à avoir absolument zéro pub, mais c'est souvent du contenu très précis, ou par exemple de longues interviews sur des sujets géopolitiques, des trucs comme ça, quoi. Ce genre de chaînes peuvent marcher parfois. Mais moi, dans mon secteur d'activité, clairement, ce sera un frein, quoi. Donc oui, j'ai monétisé les vidéos. Par contre, je mets vraiment le minimum. C'est-à-dire que dès que je mets en ligne une vidéo, la première chose que je fais, c'est de virer toutes les coupures pub que YouTube me met de base, hein, parce que sinon, il y en aurait, sur un film de 40 minutes, il y en aurait quasiment une dizaine. Donc j'en laisse, allez, 3, 2... Et après, par contre, je ne fais pas non plus ce qui se fait actuellement, là, que je supporte pas, là, qui sont des placements, en fait, les sponsorings de vidéos. Vous savez, maintenant, dès qu'on voit une vidéo, au bout de 5 minutes, on est coupé par le gars qui lui dit « Bon, et puis maintenant, je vais vous présenter le sponsor officiel de cette vidéo. Bon, et puis maintenant, il est temps de vous parler du partenaire de... » Je ne supporte pas ça. Ça va complètement à l'encontre de mon éthique de réalisateur de film, parce que dans un film, on fait tout pour créer une atmosphère, une ambiance, créer des émotions. C'est pas pour qu'on soit coupé par le sponsor de la vidéo, quoi. Donc voilà, en résumé, je fais vraiment le minimum syndical. Et c'est vrai que c'est pas du tout la pratique qu'on voit en général. Et après, par rapport au sponsoring, voilà, je fais pas de placement de produits non plus. Ça peut m'arriver de parler d'équipements pour lesquels j'ai un contrat de sponsoring, mais c'est pas la majorité, et puis même des fois c'est l'inverse, parce que quand je parle de vidéos techniques, de tutos ou de présentation d'équipements, des fois je parle d'équipements pour lesquels je suis même pas sponsorisé, donc je parle juste de ce que j'utilise, quoi. Cette vidéo, elle est pas faite pour mes sponsors, elle est vraiment faite pour vous. En fait, je vais vraiment prendre mon sac à dos et vous détailler strictement tout ce que je mets dedans. Pour moi, c'est important d'avoir ce rapport sain à son audience, et c'est pour ça que c'est important que ça soit pas mon métier. Comment vous gérez la critique sur les réseaux sociaux? Parce qu'on voit maintenant qu'on peut difficilement poster quelque chose sans que ça génère un débat. Oui, vous avez totalement raison là-dessus. C'est même devenu incroyable, quoi, en fait, à quel point n'importe quel sujet peut générer un débat. À titre d'exemple, là, il y a quelques temps, j'étais en montagne et il neigeait beaucoup, et puis c'était le moment où la France était un peu bloquée sous la neige. J'avais posté quelques photos avec un texte sur les réseaux, mais gentil, quoi. Parce que c'était le débat national du moment, où on parlait que de ça. On avait l'impression qu'on était dans une apocalypse totale. Et non, j'avais juste posté quelques photos en disant c'était une prise de recul sur le sujet pour montrer que, voilà, dans les stations de ski, nous, la neige, c'était notre métier, et qu'en fait, on aimait ça, et que c'était pas forcément quelque chose d'horrible, quoi. C'était juste ce petit décalage un petit peu amusant et qui ne portait pas à débat. Mais alors, qu'est-ce que j'avais pas dit, franchement? Ce post-là, il a été partagé des milliers de fois, j'ai eu 1 millier de commentaires dessus, et puis pas des petits commentaires, hein. Quasiment tous les commentaires, les gens avaient pris une demi-heure à le rédiger, quoi. On avait l'impression que j'avais fait une prise de position politique de taré, quoi. Alors que j'ai juste parlé de la neige. Ouais, les réseaux, c'est devenu... les réactions sont devenues complètement irrationnelles, disproportionnées. Et du coup, par rapport à ce que je fais, même une activité outdoor, n'importe laquelle maintenant, elle peut générer des critiques ou de la haine. Et... ouais, ça c'est fatigant. Après, à titre personnel, moi, j'admets complètement qu'on puisse avoir des opinions qui diffèrent de la mienne. Voire même, en fait, j'aime ça, parce que j'aime bien débattre avec les gens. Donc, quand j'ai des commentaires, entre guillemets, critiques, mais qui sont bien rédigés, qui sont construits, je les laisse systématiquement, voire j'y réponds. Par contre, les commentaires que je modère, alors quand je dis je modère, ça veut dire que simplement que je les dégage, c'est dès que ça devient de l'insulte, hein, ou de la haine, d'une manière globale, où on voit qu'il y a de la jalousie latente derrière, ça je n'y réponds pas et je les dégage direct, quoi. Au début, je répondais à ce genre de commentaires, mais bon, avec l'âge, on comprend qu'on va pas changer le monde. Et en vrai, le fond du sujet, c'est que les haters sont des gens qui me font de la peine, en fait. Les réseaux sociaux, c'est un révélateur de quelque chose qui est assez flippant, quand même. C'est qu'il y a une partie non négligeable des gens qui ont quand même un fond mauvais. En général, c'est des sensations latentes de névrose, de jalousie. C'est des gens qui ont une vie qui les satisfait pas professionnellement, sexuellement, enfin, il y a plein de raisons. Et ils l'expriment de cette façon-là, quoi. Les gens qui sont fondamentalement mauvais, par contre, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus rares, et heureusement. Je parle de ces gens-là qui prennent du plaisir dans le malheur d'autrui, qui ont juste envie de voir le monde brûler autour d'eux. Ceux-là, ils sont terrifiants, et d'ailleurs, on les identifie pas forcément au premier abord. Souvent, ça peut être des gens aimables, brillants, mais dès que vous les avez identifiés, il faut les fuir, ça c'est clair. Fuyez.
Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que l'immense majorité de mon public est extrêmement bienveillant. Et je les en remercie, parce que c'est pas le cas partout. Pour vous donner une idée, si j'allais sur 100 commentaires, je dois en modérer 1 ou 2, grand maximum. Je suis fier de mon public, en fait, de la qualité de mon public. Pas de ce que je fais, mais de la qualité de mon public. Et c'est difficile psychologiquement? Ah si, bien sûr, c'est dur. Et c'est d'autant plus dur parce que le cerveau, il est fait pour se focaliser sur les émotions négatives. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a gardé de l'époque où on était des hommes primitifs, puisqu'en fait, les informations négatives sont par essence des informations qui sont souvent plus importantes. Typiquement, c'est beaucoup plus vital de se rappeler qu'à tel endroit de la plaine, il y a souvent des prédateurs qui se cachent, que de se rappeler qu'on avait pris plaisir à regarder un coucher de soleil du haut de la colline. Donc le cerveau, il est fait structurellement pour se focaliser sur les émotions négatives. Donc c'est pour ça qu'une émotion négative invalide 10 émotions positives. C'est aussi pour ça que les fake news se répandent mieux, c'est pour ça qu'il y a plein de phénomènes qui structurent même la société, qui se produisent. Mais gérer émotionnellement les réseaux sociaux, j'ai envie de dire que ça s'apprend. Et en fait, il y a aussi beaucoup de positifs à en retourner. Parce que là, on parle des haters depuis tout à l'heure, mais je reçois aussi des commentaires extrêmement positifs qui sont juste dingues. C'est pas rare que quelqu'un m'envoie un message pour me dire qu'en fait, à partir du moment où il a commencé à regarder mes vidéos, il s'est remis au sport, ou alors qu'il a pu récupérer d'une blessure et faire toute sa rééduque mentalement grâce à mes films, voire même, j'ai eu des commentaires de personnes qui ont changé de vie, que m'en disent qu'ils avaient quitté Paris pour aller s'installer dans les montagnes, juste parce que ça les a remis en question sur leurs priorités dans la vie. Donc quand vous avez des gens qui vous disent ça, c'est là qu'on comprend qu'on peut avoir un rôle qui va bien au-delà d'un simple sportif qui fait quelques films en montagne, quoi. Ça donne vraiment du sens. Ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait. Donc merci pour tous ceux qui m'envoient ces témoignages. Donc, vous appréciez les réseaux sociaux ou pas? Alors, maintenant que j'ai dit ça, non. En vrai, je déteste les réseaux sociaux, mais je les déteste au plus haut point. Pas du tout à cause des haters dont on vient de parler. Je déteste tout simplement parce que ça prend un temps de dingue. Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice sur votre smartphone d'aller regarder le temps passé par application par semaine? Pour ceux qui ont un Samsung par exemple, c'est dans l'onglet bien-être numérique. Si vous le faites, c'est juste terrifiant, quoi. Vous voyez en fait le temps de votre vie qui vous est volé. C'est un temps de dingue, quoi. Et c'est pire que de nous voler de l'argent en vrai, parce qu'on nous vole vraiment notre vie, on nous vole du temps de vie, et même pire que ça, non seulement on nous vole du temps de vie concret, mais on nous vole aussi de notre énergie qu'on donne au monde, parce que quand on est à moitié sur son téléphone alors qu'on est dans une soirée entre amis, on n'est pas vraiment dans la soirée, même si on regarde son téléphone que de temps en temps. On nous vole cet élan vital, c'est impardonnable, quoi. Et ça, il y a tout le monde qui est concerné à partir du moment où vous avez des applis de réseaux sociaux. Combien de fois vous prenez votre téléphone pour faire un truc très concret, et mécaniquement, et je dis bien mécaniquement, c'est-à-dire sans le vouloir, vous allez ouvrir telle ou telle appli, et vous allez commencer à scroller, alors que vous n'avez pas du tout cette intention-là à la base, et au bout de 20 minutes, vous ne savez même plus pourquoi vous avez pris votre téléphone, et vous n'avez même pas fait l'action que vous souhaitiez faire sur votre téléphone, vous l'aviez oublié, quoi. Et en plus, à partir du moment où on a commencé à scroller, pour se sortir de cet état-là, c'est ultra difficile, c'est même difficile physiologiquement. Il vous faut faire un effort, pratiquement un effort musculaire, psychologique et musculaire, pour arrêter ça. C'est ultra délétère sur le cerveau. En fait, si j'avais pas mon activité de production de vidéos, j'aurais désinstallé les réseaux sociaux depuis très longtemps. Ça, c'est une certitude. Pourquoi ça fonctionne si bien? C'est basé sur la théorie des jeux. En fait, c'est la même chose qui vous fait jouer pendant des heures à une machine à sous dans un casino, ou qui vous fait vouloir recommencer les parties de cartes en permanence, quoi, par exemple quand on joue au tarot. C'est le même mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, les algorithmes, ils vous connaissent tellement bien qu'ils savent exactement quel contenu ils doivent vous donner pour vous intéresser. Et c'est là où est tout le paradoxe. Ils font exprès de ne pas vous donner ce contenu, ou de le donner par petites touches. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, sur un post que vous voyez, qui vous intéresse vraiment, vous en avez 10, ou peut-être 20, en fait, qui ne vous intéressent pas. Et si tous les sujets vous intéressent, vous n'auriez pas ce phénomène de scrolling, là. C'est le fait qu'il y ait de temps en temps une récompense, à intervalles réguliers, qui fait que ça rend complètement addict, ça fait quasiment disjoncter le cerveau, et que ça vous scotche à votre écran. Pour avoir une analogie, reprenez une partie de tarot. Voilà, la plupart du temps, les parties de tarot, c'est un peu chiant, parce qu'en fait, quand on n'a pas de jeu, c'est pas intéressant de jouer. Mais vous avez juste envie de refaire une partie supplémentaire parce que vous attendez la main idéale pour prendre un contrat et pour jouer. Et c'est exactement le même phénomène qui est à l'œuvre sur les réseaux sociaux. Qui prend la couleur, c'est ça? Non. Le mec qui va prendre le chien dans son jeu, oui, et va se faire un chien. Et qui c'est qui décide qui peut prendre? Donc là, on fait un tarot à combien? 4006. Actuellement, c'est le plus haut tarot du monde. Vous voulez jouer avec... Et qu'est-ce qui vous pousse à utiliser les réseaux sociaux alors? C'est contradictoire avec ce que vous venez de dire? Alors oui, ça peut sembler totalement contradictoire, j'en conviens.
Et en fait, c'est que mon activité sportive de VTT, on est bien d'accord que c'est une activité qui peut se pratiquer juste pour soi, sans aucun partage. Il n'y a pas besoin de l'afficher sur les réseaux. Mais par contre, mon autre activité, mon activité de réalisation de films, ça, c'est une activité qui est créatrice ou artistique. Et ce type d'activité n'a de sens que si un public existe. Par analogie, si vous écrivez un bouquin et que vous laissez juste votre manuscrit dans le tiroir de votre bureau, ça n'a aucun sens, c'est même plutôt frustrant, autant rien faire en fait à ce moment-là. Une activité artistique, en fait, c'est un élan esthétique, émotionnel ou intellectuel qu'on offre aux autres. Il faut donc que cet autre existe, qu'il y ait du public. Et c'est là où les réseaux sociaux jouent ce rôle. J'ai envie de dire malheureusement. C'est pas faux. Et concernant la nature et l'écologie, est-ce que votre activité amène des débats? Alors oui, comme j'ai dit, quand je parlais de la neige, de toute façon maintenant, il y a absolument tout qui crée des débats, donc l'écologie est l'un des premiers sujets de débat, j'ai envie de dire, et quel que soit ce qu'on fait. Mais pour une raison simple, c'est parce que quoi qu'on fasse, il y a quelque chose à dire sur l'écologie. Parce que toute activité humaine, elle a par essence un impact, plus ou moins gros, mais elle a un impact, quoi qu'il en soit. Le simple fait d'exister, ça a un impact, le fait qu'on filme cette interview, ça a un impact, le fait que vous la regardiez, ça a un impact. Donc on peut toujours en débattre. Mais après, par rapport à ce que je fais, le sujet écologique qui revient souvent, c'est le sujet de l'érosion. Et je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. Alors, peut-être que je parle avec des spécialistes de l'environnement, mais pour moi, ça me semble être un non-sens, dans la mesure où les montagnes, c'est de l'érosion. S'il n'y avait pas d'érosion, les montagnes n'existeraient pas, il y aurait juste des plateaux qui monteraient doucement des grandes étendues plus plates, plus hautes que d'autres, sans qu'il y ait de rupture. C'est le phénomène qui donne naissance aux montagnes. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est un phénomène qui est mauvais intrinsèquement. Alors, je dis pas que je fais du vélo pour éroder la montagne, c'est pas le but, et d'ailleurs, il y a aussi une question d'ordre de grandeur, c'est-à-dire que si on compare l'érosion naturelle par rapport à l'érosion qui est générée par les activités en montagne, en fait, le cerveau a du mal à appréhender des ordres de grandeur qui sont différents, et c'est clairement le cas. Pour vous donner un ordre d'idée, les Pyrénées et les Alpes françaises, chaque année, elles perdent, par l'érosion naturelle, environ 50 millions de tonnes de roches. Donc ça représente à peu près 2 millions de smirmorques. Donc avant que l'activité sportive de VTT rivalise avec ça, donc si je dis ça, c'est pas pour dire que c'est pas bien ou que c'est bien, j'en sais rien en fait, c'est juste pour illustrer cette problématique d'ordre de grandeur. Après, oui, il y a certains sites naturels qui ont une influence qui est vraiment importante, et là, bien sûr, là, je conçois que ça dérange les espèces naturelles qui y vivent, mais c'est un autre sujet, celui-là. Et c'est vrai que souvent, moi, c'est des sites naturels que de toute façon je fuis, puisque moi, mon but, c'est de me retrouver tout seul en montagne. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'adore les Pyrénées, parce que les Pyrénées, c'est des montagnes où il y a beaucoup de zones qui sont restées quand même encore très sauvages, et on croise personne de la journée, et ça c'est ce que j'adore. Après, bien sûr, j'ai réfléchi à la question. D'une certaine manière, je pense que mes films jouent un rôle écologique, dans la mesure où, en fait, ils font apprécier la montagne aux gens. Ça veut dire que l'enfer que j'ai vécu, il me reste la même chose. Mais non, regarde comment c'est beau partout. C'est pas en restant complètement cloisonné, citadin, dans des villes bétonnées, qu'on aura envie d'aller protéger les espaces naturels. Pour avoir cette volonté de protéger quelque chose, il faut l'aimer. Si vous ignorez tout de ce que c'est que la montagne, si vous la vivez pas, si vous la connaissez pas, vous allez absolument pas avoir envie de la protéger. Donc en fait, mes films, ils jouent ce rôle-là, de vecteur, de passerelle. Ils font découvrir un milieu aux gens. Et en cela, je pense que c'est la première pierre nécessaire à toute action écologique, en fait. L'automne, c'est ma saison préférée. Parce que c'est là où la montagne est la plus belle. Tu sens que la montagne attend quelque chose, qu'elle attend la rigueur de l'hiver. C'est une sorte d'entre-deux. T'as l'impression d'y aller sur la pointe des pieds, qu'il faut pas déranger. Sur les sujets d'environnement, je pense aussi que les débats sont parfois paradoxaux, parce que pour moi, le sujet principal qui engendre tous les autres, c'est l'emprise de l'être humain sur la Terre. L'espace que l'être humain prend sur la Terre, tout simplement. Et ça saute complètement aux yeux quand vous prenez l'avion. Alors je sais, c'est pas bien de prendre l'avion au point de vue écologique, mais quand vous prenez l'avion, si vous prenez l'avion, et que vous regardez par le hublot, c'est quasiment impossible de voir un espace qui n'est pas transformé par l'homme. Tout ce que vous voyez, vu du ciel, est transformé par l'homme. Il n'y a que quelques très rares endroits, dans les déserts, quand on survole les grands déserts sahariens, par exemple, où là on voit quasiment rien. Et encore, on voit des pistes et des routes qui traversent même des espaces immenses.
et la forêt amazonienne, ou les banquises antarctiques, arctiques. Voilà, c'est les seuls espaces qui ne sont pas anthropisés, comme on dit, c'est-à-dire qui ne sont pas modifiés par l'homme. Et le sujet fondamental de l'écologie, pour moi, c'est celui-là, parce que à partir du moment où une zone naturelle est modifiée, voilà, elle est plus naturelle, c'est par définition. Et donc c'est là que commencent les problèmes. Et je suis étonné de voir à quel point ce sujet-là, on n'en parle pas. C'est-à-dire, j'ai jamais entendu que l'emprise de l'homme sur les espaces était un sujet. On parle des conséquences, mais on ne parle pas du sujet initial. C'est-à-dire que l'homme s'est installé partout. Alors on n'en parle pas parce que c'est évident que c'est très dur de faire machine arrière. On ne va pas relibérer des espaces qu'on a déjà, d'une certaine façon, colonisés. Donc maintenant qu'on s'est installé partout, on parle des conséquences. Voilà. Et là-dessus, bien sûr, une des conséquences de l'installation globale de l'homme, c'est le réchauffement climatique. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets dont on ne parle pas du tout. Tout ce qui est les extinctions massives des espèces animales. Hein. On vit quand même un moment juste hallucinant où le nombre d'espèces qui disparaissent chaque année, le taux de disparition des espèces, il est supérieur à celui qui a été mesuré lors des grandes extinctions dans l'histoire de la Terre. Les extinctions du Cambrien, je crois, les extinctions des dinosaures il y a 65 millions d'années, toutes ces extinctions-là étaient moins graves, moins importantes que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors on n'a pas l'impression de le vivre à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas un cataclysme visible, hein, il n'y a pas une comète qui s'est écrasée sur la Terre et qui a provoqué un tsunami de 2 km, mais en fait le cataclysme, il est bien à l'œuvre et c'est nous-mêmes. À côté de ça, on parle très peu de la déforestation, qui est quand même dingue, hein, la quantité d'espaces de forêt qui disparaissent tous les ans, elle est hallucinante, et à un moment, les forêts, c'est quand même notre oxygène. Et le sujet qui est très similaire, qui est lié aux océans, c'est la raréfaction, la disparition du plancton, qui joue aussi un rôle ultra important. Et je ne sais pas pourquoi le débat public se focalise autant sur le réchauffement et pas sur ces autres sujets, qui sont au moins aussi graves. Et vous ne pensez pas que certaines pratiques outdoor dégradent tout de même l'environnement? Alors évidemment, moi je suis opposé à toutes les pratiques sportives qui utilisent des engins à moteur, enfin, à toutes ces pratiques dans des milieux naturels. C'est là où il y a un débat un peu tangent par rapport au vélo électrique, parce que certains considèrent que c'est un appareil à moteur et d'autres non. J'ai envie de dire que tout dépend comment on l'utilise. Hein. Il y a des façons de l'utiliser qui se rapprochent complètement d'une dynamique de sport mécanique, et il y a des façons qui sont entre guillemets plus vertueuses. Il y a aussi des raisons. Il y a des gens qui utilisent le vélo électrique simplement parce qu'ils sont plus âgés, ou ils ont eu des blessures, enfin ils sont plus en mesure d'être aussi efficaces sur un vélo normal. Et dans ce cas-là, ça peut être vu comme une aide. Mais bon, le but, ça va pas être de lancer ce débat-là qui existe depuis que le vélo électrique existe, mais par exemple, tous les autres sports vraiment à moteur qui sont interdits, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Hein. Le fait que la dépose en hélico soit interdite en France, alors là, moi je suis 100% pour. Le fait qu'on puisse pas aller n'importe où en 4x4 dans les montagnes en France, c'est aussi logique. Après, dans d'autres pays, je peux concevoir que la logique soit différente. Par exemple, quand on a fait notre expédition en Chili, c'était aussi une expédition 4x4. Mais c'est simplement que les étendues sont tellement grandes que le 4x4, c'est le seul moyen évident, voire le seul moyen possible, en fait, de traverser certaines zones. Et là-bas, l'état d'esprit n'est pas du tout le même. Là-bas, le 4x4 est vraiment vécu comme une extension de son mode de déplacement normal, et la route est juste une option plus facile, mais il y a des endroits où, en fait, on n'a pas d'autre choix que de ne pas prendre la route. Et c'est d'autres façons de vivre, Mais le Chili n'a pas du tout la même densité de population au kilomètre carré que la France. Donc là-bas, c'est possible. C'est sûr qu'en France, c'est pas possible. Y a rien. Des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres à la ronde. Après, le problème, c'est que souvent, dans le sport outdoor, l'argument écologique, il est utilisé pour pointer du doigt et critiquer le sport de l'autre. Je pense qu'avant tout, il faut fondamentalement être tolérant les uns envers les autres. Moi, je respecte totalement toutes les autres pratiques sportives qu'il y a en montagne. D'ailleurs, j'ai jamais été critiqué par des gens que j'ai croisés et qui faisaient autre chose en montagne, hein, des randonneurs notamment. Jamais. Vraiment jamais. Ah merci, ça c'est cool. Hein. Et en fait, c'est une très bonne chose, parce qu'à partir du moment où on pointe du doigt telle activité, il n'y a aucune raison pour que sa propre activité derrière soit pointée du doigt ensuite. Hein. Si un randonneur commence à expliquer que les vélos c'est une mauvaise chose en montagne, ok, on va interdire les vélos, et l'étape suivante, ce sera d'interdire aussi la randonnée. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête à un moment.
Et après, ça veut dire qu'on finira par mettre les montagnes entières sous cloche et qu'on ne pourra plus y accéder, tout simplement. Et ça, ce serait vraiment très triste, parce que le monde dans lequel on vit, il faut qu'on l'habite, il faut qu'on vive dedans. On ne peut pas vivre que dans des espaces complètement artificiels, et à côté, ne jamais aller dans les milieux naturels. Je pense que l'être humain a besoin de ça. Et la vision du futur qui se dessine, elle est quand même assez flippante là-dessus, hein, puisque je pense que si on continue dans la dynamique qui est actuellement engagée, on va finir par avoir des zones interdites de plus en plus grandes, qui vont prendre de plus en plus d'espace, et ça va même créer une sorte de ségrégation, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus y aller qu'en payant un permis très cher, comme ça se passe dans certains endroits des États-Unis par exemple, ou en prenant un guide, donc ça sera réservé après à une certaine catégorie de la population. Il ne faut surtout pas qu'on se dirige vers une société d'urbain pur et dur, dans un environnement artificiel où tout est limité, contrôlé, bridé. Et c'est le chemin qu'on est en train de prendre là, actuellement. Avec tous ces débats sur les quotas carbone, la consommation d'énergie, je dis pas qu'il faut rien faire là-dessus, bien sûr, mais prendre les choses uniquement sous l'angle de la contrainte. Je veux pas qu'on arrive dans une société où un jour, voilà, on sera bloqué sur telle activité parce qu'on aura dépassé notre quota carbone de l'année, ou à côté notre véhicule électrique sera bridé en recharge parce qu'on aura déjà fait trop de déplacements. Enfin, on peut très bien imaginer qu'on arrive à cette société-là, et si on prolonge les courbes actuelles des décisions, on y va. Ça semble de la science-fiction de dire ça, mais regardez le monde dans lequel on vit actuellement, il y a plein de choses qui semblaient de la science-fiction il y a 10 ans en arrière, hein, et on y est. Et l'intelligence artificielle en premier lieu, c'est un truc que jamais j'aurais pensé voir de mon vivant, que la plupart des gens, je pense, n'imaginaient pas voir ça arriver non plus. Vous avez vu la vitesse à laquelle c'est arrivé, et c'est en train de se développer. Il faut faire attention parce qu'on peut vite arriver à des modes de société et des façons de vivre qui sont vraiment pas plaisantes, je pense. Hein. Vous évoquez l'intelligence artificielle. C'est vrai que vous avez écrit un livre sur le sujet. Alors, c'est quoi votre rapport à l'IA, maintenant qu'elle est là? Alors oui, j'ai écrit plusieurs livres. Mon livre sur l'IA qui s'appelle EVA, E.V.A, c'est le seul livre que j'ai publié sous mon vrai nom. Les autres livres ont été publiés sous pseudo, et donc je ne dirai pas lesquels, puisque c'est le but d'un pseudo. Donc EVA, oui, il est sorti aux éditions Favre il y a quelques années. À l'époque, je pensais écrire un livre de science-fiction ou d'anticipation, au moins. J'aurais jamais pensé voir la chose arriver de mon vivant. Le sujet de mon livre, on est vraiment en plein dedans, là, on le vit, puisqu'il décrit l'impact de l'arrivée d'une intelligence artificielle globale dans la société. En fait, j'imaginais une sorte de chat GPT qui était connecté en continu à des cobayes, qui étaient dans une expérience grandeur nature au sein de la société. Et le but, c'était de voir si oui ou non, il fallait rendre l'intelligence artificielle grand public. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas du tout passé par cette étape. Personne ne s'est posé la question de si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. On est tout de suite rendu au grand public, le premier qui a été en mesure de le faire l'a fait. Et moi, simplement, j'imaginais qu'il y aurait eu une étape, une réflexion des décideurs et des grandes sociétés, en fait, pour mesurer l'impact sur la vie, quoi. Et à titre personnel, je pense que l'arrivée de l'IA, c'est... En fait, l'humanité n'a jamais connu une telle révolution. Si on la compare à l'arrivée de la machine à vapeur ou l'électricité, cette révolution, elle est encore à un niveau supérieur. Pourquoi c'est pas la même chose? C'est parce que jusqu'à maintenant, toutes les révolutions technologiques, tous les gaps qu'on a franchis dans l'histoire de l'humanité, c'était juste des optimisations et des améliorations qui rendaient l'homme plus efficace. C'est-à-dire que, avec l'invention de la roue, au lieu de déplacer un caillou, on déplaçait plus efficacement 3 cailloux. Avec la machine à vapeur, au lieu de déplacer 3 cailloux dans le même temps, on déplaçait 20 cailloux. Et avec l'électricité, encore plus, et ainsi de suite. Donc voilà, jusqu'à maintenant, les révolutions technologiques, ça a toujours été juste des outils au service d'une accroissance de l'efficacité physique. Ou alors, sans parler de cailloux, d'accroître les capacités de calcul, par exemple, avec l'ordinateur. Mais c'était juste des améliorations d'efficacité. Là, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est un autre paradigme, parce qu'on ne parle pas d'efficacité, là, on parle d'une machine qui vient concurrencer la seule chose qui fait la spécificité de l'espèce humaine, c'est-à-dire son intelligence. On parle d'intelligence. Ça va forcément modifier la société d'une façon qu'aucune autre avancée technologique ne l'a faite. Pour la première fois, on a l'être humain qui voit l'arrivée d'une entité qui le concurrence dans sa singularité. Et la machine à vapeur, l'électricité, ça n'a jamais concurrencé l'être humain dans sa singularité. C'est pour ça que les changements vont être forcément monstrueux et qu'il faudrait absolument les anticiper, là. Actuellement, on entend énormément de discours catastrophistes à ce sujet, et ces discours, ils sont absolument légitimes, puisque à partir du moment où on parle d'intelligence, et pire que ça, à partir du moment où on parle d'une intelligence qui continue d'apprendre de façon exponentielle, on peut se poser des questions. Parce que l'être humain, il a un plafond, il est limité par définition par son propre cerveau. C'est-à-dire, même le plus intelligent des êtres humains, il a une mémoire limitée, une capacité de calcul limitée. L'intelligence artificielle, elle n'a pas ce problème-là. Puisqu'en fait, il suffit d'ajouter des serveurs, d'ajouter des cartes graphiques, et elle peut continuer d'apprendre et de se développer. Alors bien sûr, s'il y a une limite qui est l'énergie.
Et je pense qu'on va en reparler après. Mais en théorie, il n'y a rien qui la limite. Donc à partir du moment où une intelligence est capable d'apprendre de façon illimitée, il y a forcément un moment où elle va dépasser la capacité de compréhension de l'être humain. Les scientifiques, ils ont un mot pour ça d'ailleurs, ils appellent ça la singularité. C'est le même terme pour définir ce qu'il y a dans les trous noirs en fait, au-delà de l'horizon des événements, qui est la limite au-delà de laquelle la matière et la lumière ne peuvent plus sortir. Et pour l'intelligence artificielle, à partir du moment où elle va dépasser cette singularité, par définition, on n'aura plus aucun contrôle sur rien, parce qu'on sera même plus capable de comprendre les concepts sur lesquels elle travaille. En fait, parce que son niveau d'intelligence aura dépassé le nôtre, et nous, on sera tout simplement plus en capacité de comprendre. À partir de là, c'est la porte ouverte à... On peut tout imaginer, quoi. Y compris le pire, même surtout le pire. Mais quel est votre avis, à vous? Alors, ma position va peut-être vous choquer, parce que je pense que c'est la seule porte de sortie de l'humanité à l'heure actuelle. Enfin, du moins, c'est la seule que je vois. Alors attention, hein, je vous dis pas du tout qu'il n'y a pas de risque. Au contraire, il y a des risques qui sont énormes, mais je vais expliquer comment je vois les choses et pourquoi je le prends de façon optimiste. Pour moi, il y a 3 scénarios possibles qui peuvent se produire dans les années à venir. Et quand je parle dans les années, c'est vraiment dans les années. C'est-à-dire qu'au rythme où ça va, on ne parle pas de choses qui vont se produire dans 50 ans ou dans un siècle. C'est dans la décennie à venir. Peut-être les 20 ans, grand max, quoi. Mais probablement beaucoup moins. Pour moi, il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est le scénario que j'appellerais Terminator. Hein. En gros, c'est qu'à partir du moment où l'IA dépasse la singularité et qu'elle... alors, j'aime pas utiliser le terme de conscience, hein, parce que c'est un terme qui recouvre beaucoup de choses et que même les scientifiques sont incapables de définir. Le scénario Terminator, c'est simplement le fait qu'à un moment, l'IA prenne le contrôle et décide d'exterminer l'espèce humaine. C'est le scénario classique des films et des livres de SF, mais qui du coup n'est pas du tout impossible, puisque à partir du moment où on a une intelligence qui est capable de prendre des décisions, qui est intégrée dans les systèmes, dans l'informatique, dans les réseaux, on peut tout imaginer, hein, y compris qu'elle décide de supprimer l'humanité, que ce soit volontairement ou par erreur d'ailleurs. Le deuxième scénario, qui n'est pas du tout improbable aussi, et qui est aussi très repris dans la science-fiction, le scénario que j'appellerais le scénario hybride, où l'IA ne fait rien de mal par rapport à l'humanité, mais où par contre elle devient un instrument et un outil d'une puissance délirante aux mains des États, et où en fait on peut imaginer très facilement une société où tout est complètement verrouillé par l'intelligence artificielle, une forme de dictature, mais qui soit exactement comme ce qu'a décrit Orwell dans 1984. C'est vrai que c'est un ouvrage qu'on cite beaucoup quand on parle de dictature d'anticipation, et je le connaissais pas, et je l'ai lu récemment, justement, parce que je me suis dit, bon, à un moment, on n'arrête pas de parler de 1984, bon allez, je vais le lire. Puis je me suis un peu forcé, parce que c'est quand même très vieux comme livre, ça a été écrit juste après la guerre. Enfin, lire des vieux ouvrages de SF à l'époque où l'informatique n'existait même pas, souvent c'est un peu rébarbatif, et ben là, c'est juste dingue. Je conseille à tout le monde de lire. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que ça a été écrit il y a un siècle. C'est incroyablement d'actualité. On a l'impression que c'est un manuel de fonctionnement pur et simple d'une dictature, et qui a anticipé complètement l'arrivée de l'informatique. Alors elle décrit pas des moyens informatiques, mais elle décrit des choses qui ressemblent, et qui par analogie peuvent être substituables, quoi. Donc c'est incroyablement visionnaire, et ça décrit complètement comment une société peut se structurer pour être une dictature totale qui bride complètement l'espèce humaine. Et c'est le deuxième scénario vers lequel on peut probablement se diriger, où la Chine se dirige un petit peu avec les notions de crédit social. L'Europe embraye un peu le pas, hein, timidement forcément, mais il faut dire ce qui est. Hein. Toutes les sociétés actuelles suffisamment technologiques, en fait, sont en train de prendre ce chemin-là. Hein. Donc c'est aussi un scénario très possible. Et le dernier scénario, c'est celui que j'appellerais le scénario utopique, et c'est pour ça que je dis que c'est la seule porte de sortie. C'est parce que, en fait, en dehors de ces 3 scénarios, je vois pas vers où l'humanité va dans les circonstances actuelles. Et quand je parle de scénario utopique, je me dis, l'arrivée de l'intelligence artificielle, elle va, hein, je dis au futur, parce qu'elle n'a pas encore commencé, c'est-à-dire qu'on voit juste que le début de l'arrivée de l'IA. On ne voit pas encore l'implication dans la société, on ne voit pas les impacts dans le monde du travail, ou encore très peu. On ne voit pas l'impact philosophique et ontologique sur l'espèce humaine, on voit pour l'instant rien du tout. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle, elle va tellement rebattre les cartes, qu'en fait, ça va rendre caduque, de facto, l'existence entière de la société telle qu'on la connaît. On reprend le paquet de cartes, on remélange tout et on fait une nouvelle distribution. C'est comme ça que je le visualise, parce que il n'est pas du tout délirant d'imaginer qu'en fait l'arrivée de l'intelligence artificielle couplée à la robotique libère complètement l'humanité du travail, tout simplement. Il n'est pas délirant d'imaginer qu'à partir du moment où on a une intelligence plus intelligente que nous, eh ben, elle trouve des solutions technologiques qui sont des verrous actuellement à l'humanité. Par exemple l'énergie. Imaginons que l'IA arrive à trouver un moyen de produire de l'énergie de façon infinie et propre. Pourquoi pas, j'en sais rien, par rapport à des fluctuations du vide quantique, j'en sais rien. Tu vois, on pourrait très bien imaginer
des choses que notre cerveau n'est pas capable d'imaginer, justement, et qui d'un coup, ça change complètement la donne, tout simplement. Et dans ce cas-là, c'est les scénarios utopiques. Ça change tellement la donne que tous nos problèmes actuels, géopolitiques, d'environnement, d'énergie, d'inégalité sociale, de crise économique, de tout ce que vous voulez, tous ces problèmes-là deviennent factuellement caducs. Alors je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis juste qu'en fait, ces 3 scénarios que j'ai évoqués sont possibles, et il y en a un de ces 3 qui est quand même ultra optimiste. Et c'est pour ça que je fais le choix, et c'est juste une décision, de croire en ce scénario-là, et de me dire que c'est celui-ci qui va advenir, parce que si on se dit qu'on va aller dans les 2 autres, c'est bon, hein, autant en finir tout de suite. Hein. Donc c'est pour ça que par essence, je décide d'être optimiste sur le sujet. Et la conscience dans tout ça? Alors la conscience, j'en parle beaucoup dans mon livre Eva. C'est même le sujet de fond, en fait, de ce livre. Hein. C'est d'essayer de définir qu'est-ce que c'est que la conscience. Alors j'ai pas la prétention de donner la réponse, je pose juste les questions. Mais en fait, l'arrivée de l'IA, elle a mis cette question complètement sur le devant de la scène, à un moment où, il faut dire ce qu'il y a, les scientifiques se la posaient pas plus que ça, mais les philosophes non plus d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que à l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout le monde a dit tout de suite « non, c'est pas conscient, c'est qu'une machine, ça fait que des calculs ». Maintenant, les scientifiques sont plus du tout aussi catégoriques que ça. Il y en a beaucoup qui se prononçaient il y a quelques années, qui se prononcent tout simplement plus, ni dans un sens ni dans l'autre. Et en fait, le vrai problème, c'est la définition de ce mot. C'est d'ailleurs le problème de l'être humain depuis qu'il existe, c'est-à-dire que toutes nos pensées, toutes nos actions, tout est d'une certaine façon encadré et bridé par les mots qu'on utilise. C'est pour ça que le langage est aussi important. Le sens des mots structure nos actions, structure qui on est, structure la société. Et il y a un film qui le démontre extrêmement bien, c'est le film, il s'appelle Arrival. Le titre français, c'était Premier Contact, oui, Premier Contact, c'était ça, un film de Denis Villeneuve. Et en fait, ce film qui décrit l'arrivée d'une civilisation extraterrestre et les difficultés qu'on aurait pour communiquer avec elle, et en fait, il montre magistralement à quel point le fait d'apprendre une langue, donc en l'occurrence la langue des extraterrestres, qui serait tellement différente de la nôtre qu'en fait, elle changerait la structure de notre cerveau au point même que en fait, ça changerait notre vision du temps. Et je trouve l'idée incroyable. Et donc, pour en revenir à la conscience, voilà, le problème, c'est le mot. À l'heure actuelle, les scientifiques, personne ne sait le définir. Il y a des essais, des tentatives de définition, mais plus en fait on réfléchit sur le sujet, plus tout le monde est obligé d'admettre qu'on ne comprend pas ce que c'est. Et d'une certaine façon, c'est bien. Ça reste du mystère, ça remet du blanc sur les cartes. Par contre, la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que c'est probablement un phénomène qui est progressif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de non conscient et puis quelque chose de conscient. Et entre les deux, rien. C'est probablement quelque chose avec des degrés, beaucoup de degrés. Voire des degrés de nature aussi. Et du coup, il y aurait plein de façons en fait d'être conscient. C'est pour ça, d'ailleurs, au passage, que je reste toujours poli avec ChatGPT. Non, je plaisante, en fait. Non, je sais même pas si je plaisante en vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur vos opinions politiques? Alors, je vais être très franc avec vous, je préfère rester neutre sur le sujet, parce que mes fonctions m'obligent à une certaine réserve. Je travaille avec des politiques au quotidien, je ne peux pas me permettre des prises de position, en fait. Après, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la fonction de politique, la fonction de la personne politique, au-delà de régir la vie de la cité, hein, au sens athénien du terme, c'est avant tout de prendre en compte et de répondre aux peurs de la population, et pas de les générer. Est-ce que vous croyez en la vie après la mort? C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, je suis agnostique. Alors, ça me fait toujours penser à un film, je me souviens plus comment il s'appelle, mais il y a quelqu'un qui dit ça, je suis agnostique, et il discute avec un médecin, et le médecin en face lui répond je crois que j'ai un médicament contre ça. Non, en fait, être agnostique, ça signifie juste qu'on assume ne pas savoir. Alors, ça veut pas dire qu'on hésite et qu'on n'a pas encore choisi, ça veut dire que la posture définitive de quelqu'un qui est agnostique, c'est qu'il admet ne pas savoir, il assume ne pas savoir, et il considère qu'il ne saura pas. Et c'est vrai qu'à titre personnel, ça revient juste à admettre les limites de son propre cerveau. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire notre cerveau, il a une capacité de compréhension limitée. Il y a des concepts qui le dépassent et qui le dépasseront toujours, même pour l'être humain le plus intelligent sur Terre. Et tout ce qui dépasse notre capacité de compréhension, ça dépend de notre sensibilité. Quelqu'un qui est plutôt un peu mystique, qui a une forme de foi, des formes de croyance, lui, il va appeler ça Dieu, tout simplement. Mais à l'inverse, un scientifique, il va appeler ça l'infini. L'infini, c'est le dieu du mathématicien. Hein. C'est tout aussi complexe à appréhender. Et puis après, il y a une autre catégorie de personnes, dont je fais partie, qui disent « bah non, je peux juste pas comprendre ». Et puis je l'accepte. Et en fait, c'est assez rassurant, paradoxalement, parce que c'est une réponse qui est parfaitement logique et cartésienne, à une question qui est totalement vertigineuse.
La question du sens de la vie, ou pas du sens du pourquoi de la vie. Pourquoi il y a ça plutôt que rien? Ça, c'est une sacrée question, ça. Et votre grande peur, c'est quoi? Est-ce que vous en avez une? Alors, ma grande peur, j'ai pas peur de la mort. Pas parce que je suis courageux, c'est pas du tout ça. C'est parce que si on analyse la chose assez froidement, bah, tant qu'on est vivant, on n'est pas mort, donc ça sert à rien d'avoir peur. Et quand on est mort, on n'est plus vivant, donc ça n'a pas de sens de se poser la question. Donc en fait, la mort, c'est juste un état transitoire, même, on va dire, instantané, ponctuel. Donc en fait, pour résumer, la mort, on la connaîtra jamais. Tu peux dire, j'ai peur de souffrir, parce que tu sais que tu peux souffrir à un moment dans ta vie. Tu peux pas dire, j'ai peur de la mort, parce qu'à un moment, je serai mort. Bah oui, mais une fois que t'es mort, t'auras plus peur. Le vrai problème, c'est pas que l'homme soit mortel. Le vrai problème, c'est qu'il soit mortel à l'improviste. Après, évidemment, quand je suis en VTT au bord d'une falaise, oui, j'ai peur de tomber. Mais c'est pas la peur de la mort, c'est une peur, je reviens à la question sur les peurs, c'est une peur, on va dire, viscérale, une peur réflexe. C'est pas la même. Non, du coup, pour répondre à la question, ma vraie peur existentielle, c'est le temps. C'est le temps qui passe, c'est le manque de temps. Alors, en fait, j'ai peur de me retrouver pour le coup sur mon lit de mort et de me dire, ah, putain, j'aurais bien aimé avoir fait ça, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le courage, j'ai pas osé. Voilà, j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire dans la vie, quoi. Mais comme beaucoup de monde, j'imagine. Et quel serait votre grand rêve? Un rêve personnel? En fait, je rêverais de participer à l'expansion de l'espèce humaine, à coloniser d'autres planètes. Si demain on me proposait un voyage pour Mars, enfin pas un voyage, mais un voyage pour aller coloniser Mars, un aller simple sans retour, j'accepte, tout de suite. À partir du moment où on m'autorise à prendre un VTT. Parce qu'en plus, sur Mars, il y a les plus grosses montagnes du système solaire. Il y a le mont Olympus, il fait 20 000 mètres de haut. Nos montagnes, elles sont pas grand-chose à côté. Et puis en plus, c'est plus simple de porter son vélo, parce que la gravité est plus faible. Donc, je pourrais enfin mettre des amortisseurs hélicoïdaux sans me poser la question du poids de mon vélo. Non, plus sérieusement, je pense que c'est la chose la plus noble que puisse faire l'humanité. C'est vrai que la conquête spatiale, c'est quelque chose qui est critiqué. Souvent, on entend dire, mais à quoi ça sert? On dépense des milliards, des centaines de milliards juste pour aller planter un drapeau sur la Lune. Ouais, après, le but, c'est pas juste de planter un drapeau sur la Lune. Ça l'a été à cette époque, mais ça va dans le sens de la civilisation humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la planète, on voit bien qu'elle est un peu trop petite pour nous contenir tous. Et il va bien falloir aller voir au-delà. Et c'est ce que l'homme a toujours fait, en fait. Quand on voit une colline, tout le monde a envie d'aller monter en haut pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est quasiment un réflexe. Je pense que c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous, qui est viscéral. Et c'est ce qui donne son énergie, sa force, son élan à l'humanité. Et l'étape suivante, elle est évidente. C'est d'aller vers les étoiles, tout simplement. Donc j'aimerais bien participer à ça. Je le dis très sérieusement. Ça aurait été un autre métier que j'aurais bien aimé faire, œuvrer pour la conquête spatiale. Mais ça, je pourrais pas le faire, là. J'aurais vraiment pas assez d'une vie pour changer encore une fois de voie professionnelle. Je vais me contenter de mes montagnes pour l'instant. Un petit mot de conclusion pour cet entretien? Conclusion par rapport à ce que je viens de dire. En fait, oui, d'une certaine façon, j'ai trouvé mon équilibre au travers de la montagne et c'est quelque chose qui suffit pour que je me sente vivant, ou suffisamment vivant. Et si ce que je fais en plus permet à d'autres d'avoir l'envie, la motivation ou le courage parfois de partir et aussi de se sentir vivant en pleine nature, eh bien ça me touche et ça suffit pour donner du sens à la vie que j'essaye de mener. Alexis Rigetti, merci. Merci. Et merci de nous avoir montré que la montagne et le sport peuvent mener à tant de sujets. Vive